Poincaré disait qu'il y avait plusieurs caractéristiques qui permettaient de savoir qu'une chose était une intuition et non pas autre chose. Et il disait d'abord, c'est le caractère spontané. Une intuition, c'est quelque chose qui arrive spontanément. Il y a un sentiment de certitude. Bonjour. On est ravis de vous rencontrer. On vous remercie d'avoir accepté cette interview pour notre chaîne YouTube. On aimerait bien que vous présentiez votre parcours pour les gens qui ne vous connaissent pas et que vous nous présentiez aussi votre activité actuelle. Voilà, même D'accord. à faire. Je pense que c'est important de savoir qui vous êtes déjà en premier lieu. C'est ça. Donc, en fait, je suis belge à la base, je suis né en Belgique et je viens d'une famille nombreuse et à un moment, moi j'ai fait des études de droit parce que je me préparais à faire la diplomatie et à un moment donné, pendant ces études de droit, j'ai écrit une chanson avec mes frères qui est devenue un énorme succès. Et donc, comme j'étais encore en droit, mais que ces matières-là m'intéressaient quand même un peu, toutes les matières des contrats avec les maisons de disques, etc., mes frères m'ont demandé de m'en occuper. Mais moi, on n'étudie pas du tout ça en droit. Donc, j'ai commencé à me spécialiser tout seul. À l'époque, il n'y avait pas du tout de spécialisation dans toutes ces matières. Donc, j'ai dû chercher par moi-même. Et bon, de fil en aiguille, je suis devenu avocat dans le milieu de la musique, de la culture en général. Et je suis vraiment devenu spécialisé là-dedans. Donc, j'ai accompagné beaucoup d'artistes de tous les niveaux, des débutants, des artistes intermédiaires, des stars, etc., un peu partout. J'ai travaillé beaucoup en Belgique, mais en fait, ma clientèle était assez internationale. Puis à un moment donné, j'ai travaillé beaucoup à Hollywood, dans le milieu du cinéma. Et à un moment donné, suite à tout ça, j'ai fait un burn-out et j'ai décidé de tout quitter parce qu'en fait, j'avais pas vraiment le choix, ça n'allait plus du tout pour moi. C'était des années qui étaient très pénibles et donc j'ai décidé de partir et j'ai tout quitté du jour au lendemain. En fait, je l'ai raconté dans un livre, donc j'ai pas vraiment de mal à en parler. J'étais tellement mal, moi, à cette époque-là, que je n'arrive même pas à parler, donc je n'aurais jamais pu. Dans mon idée, c'était tout à fait impossible d'aller consulter, par exemple, un psychologue, un psychothérapeute et tout, parce que je ne me voyais pas assis devant quelqu'un et ouvrir la bouche pour lui parler, j'étais complètement bloqué. Et donc, j'ai eu à ce moment-là, je suis parti au Canada. Je suis parti au Canada. Le Canada, c'est un pays qui m'avait toujours fait rêver. Je croyais d'ailleurs que ce serait assez facile de m'habituer à la vie au Canada parce que je venais quand même de passer pas mal de temps à Los Angeles, donc je m'étais dit c'est le même continent, c'est quand même une mentalité plus ou moins identique. Mais bon. Je me suis rendu compte par la suite que ce n'est pas du tout le cas. Et bref, pour faire les choses courtes, je me suis isolé pendant longtemps dans la nature et avec des pensées quand même qui étaient des pensées assez suicidaires. Mais peu à peu, j'étais dans une situation de grand isolement, en pleine nature, et peu à peu, la nature a vraiment agi sur moi, à tous les points de vue, au point de vue physique, au point de vue psychique, au point de vue de tout. Et j'ai, à partir de ce moment-là, recommencé une vie tout à fait différente. Et donc, je suis revenu après, j'ai commencé à écrire beaucoup de livres. Des années plus tard, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la nature, pourquoi ça m'a fait tellement bien. Alors, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et je me suis rendu compte que depuis les années 80, il y a un énorme corpus de recherche sur l'impact de la nature sur la santé mentale et sur la santé physique. La santé mentale, c'est moins connu que la santé physique. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que tout ça ne soit pas connu ? Comment se fait-il aussi que tout ça ne soit pas appliqué dans un monde où il y a de plus en plus de problèmes de santé psychologique. Et donc, j'ai décidé avec ma femme Emilia de créer l'Université dans la nature, c'est-à-dire une organisation sans but lucratif qui est destinée à faire connaître et faire expérimenter à la population les bienfaits de la nature sur la santé psychologique, cognitive. Et donc, on a créé ça. Depuis lors, c'est devenu quelque chose d'assez international. On fait beaucoup de formations et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on forme des guides parce qu'on a créé une activité qui s'appelle Reconnexion Nature, dans laquelle on emmène des gens dans la forêt pour qu'ils expérimentent au moyen de toute une série de protocoles qu'on a mis au point pendant des années et des années et qui sont basés sur des milliers de recherches scientifiques, donc qu'ils puissent expérimenter sur eux ce que c'est l'impact de la nature. Donc, c'est non seulement beaucoup d'expériences qu'ils font, mais c'est aussi beaucoup d'enseignements qu'ils reçoivent. Et donc, on forme des guides pour essayer de répandre cet enseignement
le plus possible auprès d'un maximum de gens, parce que on croit, et je crois que c'est avéré par beaucoup de recherches, que le problème de l'environnement aujourd'hui ne va pas être réglé par des cours sur le recyclage de déchets qu'on donne dans les écoles. C'est pas ça qui va recréer une réelle affection et un vrai lien avec la nature. Or, ce lien-là, il faut absolument le retrouver, mais c'est un lien qui doit être ressenti. Ce n'est pas un lien intellectuel, c'est vraiment un lien d'amour de la nature. Et c'est ça que nous, on veut recréer, parce qu'on pense que c'est la base de tout. À partir du moment où les gens vont aimer la nature, pas de loin, mais de près, et il va y avoir une réelle affection, ben forcément, il y aura une envie de protéger, et cette envie de protéger, c'est la base de tout. Donc voilà, en 2 mots, mon parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit, si vous pouvez en parler, à ce burn-out à travers toute cette industrie justement cinématographique? Parce que je pense que vous étiez peut-être pas... Enfin, après, avec du recul, on se dit que ce qui nous conduit à un burn-out, c'est parce qu'on n'était pas suffisamment à l'écoute de soi, de ses besoins. Donc finalement, comment on en arrive là? Et puis, justement, les bienfaits de la nature, ça se traduirait comment pour vous, physiologiquement, intellectuellement, quand justement on souffre d'anxiété? Vous disiez que c'était quelque chose de plus en plus courant, de plus en plus de personnes souffrent d'anxiété généralisée. Donc justement, comment la nature va agir sur ces mots-là? Donc finalement, ce sont 2 questions. Voilà. Donc en fait, d'abord pour moi évidemment, tous les milieux de l'industrie, de la musique, de l'audiovisuel, de la culture, je n'ai jamais quitté ce milieu-là, parce que aujourd'hui j'enseigne encore à des étudiants qui se lancent dans ces métiers-là, et j'insiste beaucoup sur justement les problématiques de santé mentale. Dans mon cas, je dois dire, c'est ce que vous venez de dire, je pense que je n'ai pas été assez attentif à ce qui se passait en moi, et je crois qu'on est tous les victimes d'une culture qui pendant longtemps, c'est peut-être en train de se terminer, mais qui pendant longtemps nous a tout le temps poussé à l'action. Il faut tout le temps agir et réagir. Et donc tout ce qui est le repos, tout ce qui est la distanciation par rapport à ce qu'on fait, etc., c'était considéré comme un loisir un peu stérile. Donc je crois que c'est ça qui est arrivé pour moi. Je croyais toujours qu'il fallait serrer les dents, il fallait continuer, etc. Et à un moment donné, on s'épuise. Hein. À un moment donné, on s'épuise, et c'est incroyable la force de cet épuisement, si je puis dire, parce qu'on ne se rend pas compte. Ce que j'ai vécu, c'était pas du tout une espèce de dépression, là. C'était beaucoup plus puissant que ça. C'était quelque chose qui m'empêchait de bouger, presque comme une paralysie. J'étais pas paralysé, mais j'étais paralysé par rapport à l'action. Mon corps, mon esprit ne voulait plus agir. Il ne voulait plus, et il ne pouvait plus. Il ne pouvait même plus parler, comme je disais à l'instant. Donc, c'est sûr que d'un côté, bon, moi, je m'amusais quand même. Enfin, j'avais une activité qui était très excitante, parce que je m'amusais je tentais de faire des coproductions entre les États-Unis, entre la Californie et l'Europe. Donc, j'étais tout le temps en voyage, à rencontrer des gens, à faire des deals, etc. Donc, c'était quelque chose qui est très excitant. Mais je veux dire, quand je repense à ça aujourd'hui, les vols que je faisais de Bruxelles jusqu'à Los Angeles, aller-retour avec le décalage horaire, le travail qui m'attendait à Los Angeles, le travail qui me réattendait quand je revenais en Belgique, c'était quelque chose de complètement absurde. Et je suis étonné que personne en fait ne m'ait dit, mais attends, tu peux pas continuer comme ça, là. Mais de toute façon, je suppose que si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Hein. J'aurais fait comme tout le monde, j'aurais dit, bah non, moi ça va aller, etc. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a ce phénomène de plus en plus important. Alors, ça a été beaucoup discuté de savoir si il y a réellement une augmentation des problèmes de santé mentale, ou s'il y a simplement une augmentation des mesures de la santé mentale. Et c'est sûr qu'il y a une augmentation des mesures de la santé mentale, on est beaucoup plus soucieux de ça aujourd'hui qu'on l'était avant. Mais il y a aussi une augmentation des vraies problématiques, parce que quand on regarde les taux de suicide sur plusieurs décennies, eh bien, on voit qu'il y a une nette augmentation des taux de suicide. Donc il y a un vrai problème de santé mentale. Et quand on parle de santé mentale, ce que les psychiatres disent, c'est que finalement, la dépression, par exemple, parce qu'on parle de santé mentale, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein, ce n'est pas un problème de l'intelligence. C'est pour ça que le mot mental, moi, je trouve, est peu approprié. C'est un problème de santé psychologique et de santé cognitive. Et ce que les psychiatres disent, c'est que finalement, toutes ces maladies, c'est un problème d'intégration de la personnalité dans la société. C'est comme ça que c'est défini. C'est-à-dire que l'individu n'arrive plus
à trouver sa place dans le monde. Et donc se distancie du monde et peu à peu laisse le monde reculer pour se retrouver tout seul. Et donc Paul Valéry disait dans un moment de dépression, il n'y a plus de place pour moi dans l'arrangement des choses. Hein, c'est une phrase qu'il avait écrite. Et c'est tout à fait ça, ce sentiment qu'on éprouve à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de place pour nous. Et en plus, on n'a peut-être pas non plus envie d'en trouver une. Donc, on se sent complètement éjecté du monde. Alors, pourquoi est-ce que la nature maintenant a cet impact? Ça reste quand même un grand mystère. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais au fond, on ne sait pas encore très bien pourquoi la nature a cet impact. Parce que ce qu'on remarque, c'est que l'état des gens change après qu'ils aient passé un séjour dans la nature. Quand on parle d'un séjour, beaucoup d'expériences parlent de 5 minutes, hein, de 5 minutes dans la nature, donc ça peut être très court. Et ce qu'on remarque, il y a des centaines d'études qui ont donc remarqué qu'après un court séjour dans la nature, il y a un changement dans l'humeur. Moi-même, je l'ai expérimenté je ne sais combien de fois, le fait d'aller dans la nature. Quand je dis la nature, moi, c'est surtout de la forêt que je parle. Mais quand je vais dans une forêt, mon humeur change en quelques minutes. Donc, c'est tout à fait incroyable. Alors, il y a plein de causes possibles, mais je crois que la première cause, la première hypothèse qui est généralisée en fait dans toutes les recherches, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse biophilique. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, notre espèce humaine, elle a passé 99,9% de son temps dans la nature pendant son évolution. Donc, en fait, nous avons été construits par la nature et pour vivre dans la nature. Donc c'est sûr que quand on retrouve ça, eh bien, il y a quelque chose en nous qui se passe parce que c'est comme retrouver un poisson qui retrouverait l'eau. Alors je crois qu'il va encore falloir des années pour comprendre, mais on voit déjà que dans le cerveau, par exemple, des zones différentes s'activent quand on est dans un paysage naturel. Ce n'est pas les mêmes zones que celles qui s'activent dans un paysage urbain. Donc ce ne sont pas les mêmes parties du cerveau. On ne respire pas le même air non plus, on n'entend pas les mêmes sons, on ne voit évidemment pas la même chose. Donc tout ça a un impact énorme, mais il n'y a pas encore, du point de vue scientifique en tout cas, il n'y a pas du tout aujourd'hui une théorie qui expliquerait tout. Je crois que c'est l'ensemble des choses qui explique tout, c'est-à-dire qu'effectivement, on inhale toute une série de choses. Par exemple, je lisais hier une étude d'une université en Angleterre qui a montré que le fait d'inhaler de respirer le sol, a un impact immédiat sur le stress. C'est au point qu'on est en train d'étudier un vaccin contre, en tout cas un médicament contre la dépression avec des bactéries venues du sol. Et ça explique aussi pourquoi les gens qui font du jardinage ont une santé mentale qui généralement est meilleure que les autres. Donc il y a toute une série d'éléments, il y a ce qu'on respire, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on touche, et puis il y a nos pensées qui changent quand on est dans la nature. Je crois que le fait d'être dans une ville, on a montré aussi dans des études épidémiologiques très intéressantes que les probabilités d'avoir une maladie mentale dans une ville sont, je pense, c'est 40% plus grandes que dans la nature. Donc tout ça a un impact énorme. Il y a la nature, mais aussi la question du sens. Pourquoi on est là? Est-ce qu'on est vraiment aligné à ce qu'on a envie de faire, à notre raison d'être? Oui, Ça vient en corrélation, ouais, finalement. Et comment c'est la, on peut savoir finalement qu'on a trouvé son sens, sa mission, sa raison d'être? c'est ça. Mais ça, c'est vraiment la plus grande question. Pour moi, la question du sens, c'est la question qui est au-dessus de toutes les autres. Hein. Exactement. Et la question qui, à mon avis, est juste en dessous de celle du sens, c'est la question d'essence. Et je crois que le fait d'être dans la nature nous fait justement retrouver nos sens. Quand nous sommes dans une ville, nous avons tendance à fermer nos sens, hein, parce qu'on n'a pas envie nécessairement de voir ce qu'il y a à voir, on n'a certainement pas envie de respirer l'air qu'il y a à respirer, on n'a pas non plus envie de toucher les choses et encore moins de les mettre en bouche, et on n'a pas non plus envie d'entendre tous les bruits. Donc, c'est quand même curieux que nous ayons nous-mêmes la volonté de déconnecter nos sens quand nous sommes dans la ville. Pas dans toutes les villes, mais dans les grandes agglomérations américaines, en tout cas, c'est beaucoup le cas. Or, quand on est dans une forêt, c'est tout à fait l'inverse qui se passe, c'est qu'on a envie de tous les ouvrir, nos sens. On a envie de regarder, on a envie de toucher, on a envie d'entendre les sons, etc. Alors, je crois que ça a un impact immédiat sur le sens en lui, parce que c'est comme si on retrouvait l'utilité de qui nous sommes quand nous sommes dans la nature. Si je compare ça à quelqu'un qui va travailler au bureau, je dis souvent que pour beaucoup d'employés de bureau, on pourrait supprimer leur sens du toucher,
leur sens du goût et leur sens de l'odorat, c'est-à-dire les 3/5 de leur sens, personne n'y verrait aucun inconvénient et ils ne seraient pas handicapés pour leur travail parce que leur travail ne demande pas de faire appel à ces sens-là. Il demande juste de faire appel à la vue et à l'ouïe. Mais donc, ça fait quand même 3 sens sur 5 qui sont mis de côté, qui servent à rien. Et ça a aussi beaucoup de conséquences parce que tous ces sens-là ne sont donc pas nourris dans un environnement de travail. Ils sont appauvris dans un environnement de travail. Alors, par ailleurs, le fait d'aller dans la forêt, d'aller dans la nature, ça a toujours été un lieu pour réfléchir à qui on est. Et je crois qu'on est dans une société qui nous incite beaucoup à penser, mais qui ne nous incite pas beaucoup à réfléchir. Et pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que penser, ça vient d'ailleurs du latin peser, pesare, c'est-à-dire penser, c'est sous-peser. Tandis que réfléchir, c'est se voir soi en train de faire une action et se demander si ça a du sens. Or, ça, on ne peut le faire que quand on prend du recul. On ne peut voir une situation dans son ensemble que quand on n'y est pas. Et donc, le fait de se retirer dans une forêt permet de voir notre vie dans son ensemble. Et c'est fondamentalement la raison pour laquelle j'ai voulu créer aussi l'université dans la nature. C'est pour permettre aux gens d'être dans un environnement qui leur permet de faire le point sur leur propre vie, sans leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire, ça appartient à chacun, mais au moins d'avoir un lieu pour réfléchir et dire, ben là, je suis en train de me tromper. Là, c'est pas ça que je fais. Et je vois qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont posé cette question en disant, mais finalement, le travail que je fais n'a pas de sens. Là, moi, je travaille, par exemple, disait une communicante dans une agence de publicité, et on me dit qu'il y a urgence de trouver telle couleur pour tel truc. Mais ça n'a aucun sens dans l'état du monde aujourd'hui. Il n'y a aucune urgence à faire ça. La vraie urgence, c'est que moi, je m'occupe des choses qui sont importantes pour moi. Et c'est ça, retrouver du sens. Alors, je ne crois pas que... comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a trouvé du sens? Je pense que, justement, c'est vraiment quelque chose qui se sent. Il y a un moment donné, on le sent qu'on est dans le sens. Je ne crois pas que c'est des démonstrations, que c'est des tas de choses. Et le sens n'est pas nécessairement non plus une grande action sur le monde. Ce n'est pas du tout ça. Je veux dire, c'est simplement, on ressent qu'on est à sa place, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est utile. Et pour se sentir utile, il est à mon avis essentiel de pouvoir voir le résultat de ce qu'on fait. Tous les métiers dans lesquels on ne peut pas voir le résultat de ce qu'on fait, parce qu'ils ont été tellement découpés en petits morceaux qu'on travaille une étape, mais on ne sait même pas si c'est le début ou si c'est la fin, tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui vident de sens le travail. Par contre, planter quelque chose, mais aussi écrire, publier quelque chose, enfin tout ça où on voit un résultat, ça je pense que c'est dans notre ADN de devoir voir ça, et c'est ça qui nous donne du sens. Donc oui, donc c'est intéressant. En tout cas, oui, effectivement, ce que vous avez expliqué sur le fait que se trouver dans un environnement naturel permet de se reconnecter à ses sens. Et c'est vrai que on se rend compte que dans les environnements urbains, ces sens sont atrophiés. Du coup, j'en profite pour rebondir un petit peu sur les questions qu'on avait marquées, parce qu'en fait, j'avais une question, c'était est-ce que du coup, pour revenir un petit peu à comment dire, au côté à l'artiste, à comment réussir en tant qu'artiste, est-ce que la nature serait l'espace un petit peu, un espace d'inspiration un petit peu idéal pour l'artiste? Ah oui, j'en suis sûr. D'ailleurs, énormément d'artistes de toutes les époques ont toujours dans leur routine marché dans la nature. Plein de penseurs, de scientifiques et d'artistes ont toujours recouru à la nature pour toute une série de raisons sur lesquelles on va peut-être revenir après, mais c'est sûr que c'est un endroit parce que c'est un endroit fondamental parce qu'il libère complètement notre cerveau. La nature ne nous dit pas à quoi penser. C'est très différent de quand je suis en train de conduire une voiture. Parce que je suis en train de conduire une voiture, je dois penser aux signes, je dois penser aux feux de circulation, je dois penser aux autres, je dois penser à plein de trucs. Dans la nature, je ne suis obligé de penser à rien, je pense exactement ce que je veux. Alors, ça met le cerveau dans ce que les neuroscientifiques appellent le default mode network. C'est donc un moment où il y a plein de connexions qui se font dans le cerveau qui n'existent pas au moment où on est concentré sur quelque chose. Et donc, quand on dit par exemple que quelqu'un a une idée derrière la tête ou que
il y a quelque chose sur le bout de la langue, c'est bien souvent suite à ce travail qui s'est fait dans le cerveau, qui a connecté des zones différentes et qui en réalité combine, parce que la création, c'est une combinaison, hein, qui combine de manière nouvelle des choses existantes. C'est pourquoi le repos est essentiel dans le travail des créateurs et c'est pourquoi la nature est un endroit idéal aussi pour ce repos. Parce qu'en fait, on se rend compte que, comment dire, s'inspirer, oui, les artistes se sont toujours inspirés de la nature, enfin même les scientifiques, les ingénieurs, et on se rend compte que, si je comprends bien ce que vous dites, quand on est dans un environnement, par exemple, urbain, c'est comme si, en fait, ce qu'on recevait comme information, c'était des informations un petit peu guidées, qui nous guidaient dans certaines manières de penser. Et par exemple, tiens, là, il y a la chaise, il faut que je mette la chaise comme ça. Enfin, Conditionné, on en était fait. conditionnés, en fait, quelque part. Ah oui, oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'existe plus dans les villes de liberté cognitive, hein. C'est-à-dire que moi, si je veux attendre le métro à Montréal, eh bien, je suis placé devant des écrans qui vont me diffuser des publicités que je n'ai pas envie de voir, ou des affiches que je n'ai pas envie de voir, ou la météo que je n'ai pas envie de voir. Donc, en fait, on est toujours en train d'utiliser fondamentalement mon attention, hein, parce que c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. On est tout le temps en train d'utiliser mon attention dans le but de faire du profit et on ne me laisse pas penser, c'est quand même incroyable, on ne me laisse pas penser aux choses qui m'occupent. Donc je n'ai plus de liberté cognitive et c'est une liberté qui est vraiment en péril, hein. C'est vraiment en péril et il faut se battre pour l'exiger et notamment exiger que, par exemple, dans la nature, un de mes combats, moi, c'est parmi beaucoup d'autres, mais un de mes combats, c'est justement la liberté cognitive dans la nature et de faire en sorte que la nature reste la nature. C'est un très grand sujet de savoir ce qu'est la nature, hein, ça fait à peu près 2000 ans qu'on en parle, donc je n'ai pas la prétention de répondre à cette question, mais il est évident que quand on est dans la nature et qu'on marche, et puis que tout à coup on voit un panneau qui nous dit qu'il est interdit de ceci ou qu'il est interdit de cela, eh bien tout l'effet d'être dans la nature disparaît, parce que le panneau nous oblige à penser, et il nous oblige à penser à quoi? À ce qu'on était justement en train de fuir, c'est-à-dire la société, les règlements et les autres. Donc moi, je suis tout à fait contre ces panneaux dans la nature, parce qu'ils violent la liberté cognitive, qui c'est quand même un droit fondamental de l'humain. Et pour revenir à ce que disait Andrea, c'est justement dans des moments de liberté cognitive qu'on peut faire un point sur sa propre vie et dire, mais en fait, je me trompe complètement. C'est ce que j'ai fait moi. Hein, je me suis tout à fait trompé là. C'était pas la bonne direction à prendre. Mais comment est-ce que je peux avoir une réflexion aussi profonde si je suis tout le temps surchargé d'informations qui en plus ne m'intéressent pas? Ben, ça va être très difficile. Et ça induit une question par rapport au domaine artistique, justement. Nous sommes conditionnés, on manque de liberté cruellement. Comment aujourd'hui on fait pour exprimer notre art tout en tenant compte justement du manque de liberté cruelle qui est autour de nous, quoi. Oui, et puis par rapport à ce que vous venez de dire, en fait, je me rends compte que la liberté de l'artiste est aussi conditionnée parce que, comment dire, une publicité dans le métro peut être source d'inspiration pour l'artiste, mais c'est aussi en un sens un conditionnement. Donc, est-ce qu'il y a quand même peut-être des choses à… Il y a deux axes là pour le coup. Oui, il y a deux axes, mais il faut bien s'inspirer aussi quelque part de ce qu'ont fait d'autres personnes et on peut aussi être en contact avec des, comment dire, par exemple sur les réseaux sociaux, tout n'est pas à jeter non plus quelque part. Oui, Donc, voilà. Non, non, bien sûr, mais je crois que ce qu'il faut absolument garder, d'ailleurs le logo de l'université dans la nature, c'est ça qu'il dit, il faut garder la possibilité d'un retrait. Donc moi je ne dis pas qu'il faut vivre retiré, ça c'est des choix que les gens font, mais il faut avoir des moments hein, de retrait stratégique, c'est-à-dire justement le moment où je me retire pour faire le point, ça peut durer 3 jours, ça peut durer une semaine, et après je reviens. Hein. Donc il ne s'agit pas du tout de s'isoler de tout le monde, non, non, pas du tout. Mais c'est revenir en étant soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que la vie en commun, en fait, à quoi nous amène-t-elle? Ben, elle nous amène à faire toute une série de compromis. Hein. C'est-à-dire, il y a le moi que je voudrais être, il y a le moi que je voudrais que les autres croient que je suis, il y a le moi que mes parents ceci, il y a le moi que mes parents ceci. Donc je fais un compromis entre tous ces moi-là et je fais une espèce de moyenne et je dis ça c'est moi. Mais ce n'est pas moi. Hein, ce n'est pas moi. La liberté dont on parle, en fait, c'est la liberté surtout de ne pas être regardé. Quand on est dans la nature et qu'on est seul dans la nature, pourquoi se sent-on libre? Mais moi, j'ai passé quand même pas mal de temps à vivre seul dans la nature. On ne peut pas vraiment dire que la nature soit le lieu de la liberté, d'une certaine manière. Parce que, je veux dire, si dans la nature, on ne sait pas faire du feu, si on ne sait pas s'abriter, si on ne sait pas ce qu'il faut manger, on meurt.
Donc, il y a toute une série de choses qui sont obligatoires à faire dans la nature, sinon on perd sa vie. Donc, comment peut-on dire que cet endroit où il y a énormément d'obligations qui sont vitales est l'endroit de la liberté? Hein, c'est paradoxal de dire ça. Eh bien, Exactement. c'est justement, oui, c'est justement parce que la liberté, je crois, je ne sais plus quel philosophe avait dit ça, je crois, je ne sais plus qui c'est, mais la liberté, c'est de pouvoir agir selon le sentiment de nécessité. C'est-à-dire, je fais une chose parce que je trouve que c'est nécessaire et non pas parce que quelqu'un me dit que c'est nécessaire. Ça, c'est une véritable liberté. Mais maintenant, sur la question de la liberté de l'artiste, il y a tellement de choses intéressantes à dire sur cette question. Parce que fondamentalement, moi, ce que j'ai vu avec beaucoup d'artistes, c'est que, ce que je vais dire va peut-être choquer, mais c'est que les artistes, dans toute l'histoire de l'art, ont été les plus prolifiques, les plus créatifs au moment où ils n'étaient pas libres. C'est au moment où on les censurait que les artistes étaient extrêmement créatifs. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est justement parce que les artistes ont un appétit immense de liberté. Les artistes ont plus besoin de liberté que tous les autres. Donc, quand on les empêche et quand on les enferme et quand on les met dans des structures trop étroites, à ce moment-là, c'est comme la poudre, quand c'est comprimé, ça explose. Et donc, les artistes, la meilleure preuve de ça, par exemple, c'est que quand on demande à un artiste de remettre un travail pour telle date, eh bien, il ne va rien faire pendant des semaines et des semaines, et c'est juste au moment où il va se rapprocher de la date finale que là, subitement, il va y aller. Alors, on appelle ça la procrastination, mais en réalité, c'est parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne fonctionne que dans la compression. Donc, combien d'artistes je vois tous les jours qui me... Enfin, maintenant plus justement, parce que comme il y a eu la pandémie, moi j'ai dit à tous les étudiants que j'ai, qui sont tous des artistes, j'ai dit, plus jamais aucun d'entre vous, je ne veux l'entendre me dire qu'il ne crée pas parce qu'il n'a pas le temps, parce que vous venez d'avoir un temps comme l'humanité n'en a plus depuis longtemps, mais ça aboutit à quoi dans la plupart des cas? À rien. Donc c'est bien la preuve que ce qui vous manquait, ce n'était pas du temps. Ce qui vous manquait, c'était de l'énergie. Et l'énergie est supérieure au temps. On doit travailler beaucoup plus à travailler son énergie qu'à trouver du temps long, parce qu'il n'y en a pas du temps long. Et on fait beaucoup plus de choses quand on a beaucoup d'énergie et peu de temps que quand on a beaucoup de temps et peu d'énergie. Mais par rapport, justement, on parlait du domaine artistique, on parlait de vos étudiants, peut-être nous expliquer un peu par rapport à la formation art et affaires. Donc là, je vais sur un autre sujet totalement. C'est, mais finalement, quand on est étudiant, qu'on est artiste, on connaît pas du tout ce milieu-là. Nos parents n'arrêtent pas de nous dire que c'est un secteur bouché, etc. Comment on fait pour y aller? Comment on fait pour initier ses premiers contacts, pour prendre confiance en nous, pour un peu casser toutes ces fausses croyances, ces barrières mentales que va créer cet entourage autour de nous? Alors, je crois que ce qui est d'abord, moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que s'ils ont la possibilité de faire autre chose que de créer, qu'ils le fassent. S'ils ont la possibilité de n'être pas artistes, eh bien, qu'ils ne soient pas artistes, parce que c'est une vie qui est très difficile. C'est d'ailleurs pourquoi je crois que beaucoup d'artistes réussissent, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix de ne pas réussir. Beaucoup d'artistes ne savent faire que ce qu'ils font. Et s'ils ne font pas ça, ils ne savent rien faire d'autre. Donc, c'est comme quelqu'un qui ne saurait faire qu'une seule chose, c'est monter à cheval, qui ne pourrait pas se déplacer autrement que sur un cheval. Enfin, mon exemple est un peu stupide, mais vous comprenez. Donc, il peut tomber 50 000 fois de cheval, il va quand même remonter dessus, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Oui. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, le gros problème que j'ai avec les étudiants qui rencontrent la première fois, puisque, bon, moi, ce que j'ai monté, c'est un système, c'est un enseignement qui leur permet de passer d'un enseignement artistique au marché. Hein, c'est-à-dire de créer un pont entre les écoles qui apprennent à faire de l'art, du cinéma, de la musique, etc., mais qui n'apprennent pas justement à en vivre, faire le pont entre ça et le marché. Et le grand problème, je trouve, de la plupart des écoles artistiques, c'est qu'ils ne s'occupent que du talent et ils ne s'occupent jamais de la carrière. Donc, les artistes sortent de ces écoles, et même d'ailleurs quand ils ne vont pas à l'école, viennent avec la croyance qui est, plus je vais travailler ma guitare, par exemple, plus j'ai des chances d'en vivre. Mais ce que je leur dis toujours, c'est que c'est comme s'ils étaient quelqu'un qui se dit, plus je vais pétrir ma pâte et apprendre à faire du bon pain, plus j'ai des chances que ma boulangerie
soit florissante. Mais en fait, il faudrait d'abord ouvrir une boulangerie pour faire ça. Hein. Le simple fait de faire du pain et le simple fait de faire de la musique et le simple fait de faire de l'art n'aboutit pas à créer une carrière. Et donc, ce que la plupart des artistes ont dans la tête, je sais très bien ce que c'est, moi j'appelle ça le syndrome de la Belle au bois dormant, c'est-à-dire qu'ils se disent, un jour mon prince viendra. Je vais tellement développer mon talent qu'un jour, que ce soit par Internet ou que ce soit dans un bar ou que ce soit dans une expo, etc., il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire, mais enfin, quel talent incroyable, comment se fait-il qu'on ne savait pas plus connu, voici mon carnet de chèques, je m'occupe de vous. Ça, c'est ce qu'il y a dans la tête de plein d'artistes. Ouais. Et évidemment, ils sont les premiers à dire, mais c'est vrai, ça arrive. Alors effectivement, ça arrive de façon complètement exceptionnelle, hein, parce que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout ça qui arrive. Mais c'est une croyance. C'est vraiment une croyance qu'un jour mon prince viendra. Et c'est une croyance que les artistes adorent parce qu'elle les met à l'abri de la réalité qu'ils n'aiment pas. Si les artistes créent, c'est la plupart du temps pour créer un autre monde, c'est parce qu'il y a une détestation du monde réel dans lequel ils sont, du monde du quotidien. Ils détestent ce monde-là. Donc, pour eux, pouvoir se dire, je vais aller travailler ma guitare pendant 3 jours, je vais écrire des poèmes pendant une semaine, ou je vais peindre pendant la nuit, c'est un prétexte idéal parce qu'il dit comme ça, je fais avancer ma carrière et en plus je me protège du monde extérieur. Mais ça ne marche pas. Et le problème, c'est que la plupart de ces artistes, alors quand ils vont dans des écoles dites de commerce ou dans des écoles qui sont des écoles d'affaires, ces artistes alors entendent un langage qui leur passe complètement au-dessus de leur tête et qui en fait leur demande de transformer leur cerveau et ça ne fonctionne pas du tout. Subitement, on leur demande de penser carré, de penser des chiffres, etc., alors qu'eux ne vivent que de leur sensibilité et dans leur sensibilité. Donc ça ne peut pas marcher, ce système-là. Et donc, tout ça pour dire, c'est très long, excusez-moi mon discours, mais tout ça pour dire que ce que j'ai essayé de faire pendant des années, et je crois que maintenant, quand je vois les résultats, je suis parvenu, c'est justement de respecter la sensibilité des artistes. Hein. C'est un monde que je connais très bien, donc de respecter cette sensibilité, souvent l'horreur des chiffres, l'horreur de toute une série de choses, d'honorer leur sensibilité en disant, écoutez, votre sensibilité est très importante, je ne vais pas marcher dessus, au contraire, on va en parler, on va en parler ensemble, et en même temps, de leur dire comment ils peuvent utiliser cette sensibilité et les dons énormes qu'ont les artistes pour toute une série de choses pour faire progresser leur carrière. C'est vraiment ça l'enseignement que j'ai mis au point et je dois dire sans fausse modestie que j'en suis fier parce que je vois les résultats, je vois les témoignages des étudiants et je suis vraiment content parce que c'est une nouvelle méthode. La plupart de mes étudiants disent à la fin du cours, mais il faudrait que ces matières soient enseignées dans toutes les écoles de manière obligatoire. Je trouve ça peut-être un peu exagéré. Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant. Ouais, on a tous besoin. Et c'est des choses simples. D'ailleurs, il y a même des étudiants qui viennent de France pour suivre les cours parce que en plus c'est la gratuité pour les étudiants français. Donc je suis vraiment content d'avoir fait ce mix parce que moi j'adore le rationnel. Je suis quelqu'un qui adore la rigueur intellectuelle. Pour moi c'est très important la rigueur, mais j'adore aussi la sensibilité et je suis tout à fait persuadé que les deux vont parfaitement ensemble. Un artiste, c'est ça, tous les artistes sont rigoureux. Je veux dire, tous les grands artistes sont rigoureux. S'ils ont fait des œuvres magnifiques, c'est parce qu'ils étaient rigoureux avec leur œuvre. Ils n'ont pas choisi n'importe quelle couleur, ils n'ont pas fait les choses à moitié, non. C'est un travail de rigueur extrême et leur sensibilité est appelée pour justement être juge de cette rigueur. Donc ça n'a rien c'est impossible. Je pense qu'on doit arrêter de séparer le monde entre les hyper-rationnels qui sont les gestionnaires de ce monde et les hypersensibles qui sont les exclus. Non, c'est peut-être le contraire qu'il faudrait. C'est que les sensibles et les hypersensibles prennent le droit à la parole et je pense que ça permettrait de construire un monde dans lequel tout le monde se sentirait mieux. Et quand je dis tout le monde, je parle non seulement des humains, mais aussi des animaux, mais aussi des végétaux. On est tous sur la même planète et il me paraît c'est normal qu'on soit sensible aux autres. Et donc qu'on soit éduqué à cette sensibilité. Ça induit une question que vous abordiez rapidement dans une autre de vos vidéos par rapport à la sensibilité. Ça me fait penser aux émotions, à l'intuition. Vous disiez très justement qu'il fallait dissocier les deux. Et justement, comment dans un monde où on est hyper sollicité par nos sens, comme vous disiez tout à l'heure, on peut dissocier cette intuition et cette émotion finalement. C'est très compliqué. Enfin...
Oui, c'est très important. Hein. C'est très important à faire parce que si moi, je vois qu'il y a des gens, par exemple, qui, dès qu'ils ont leur, leur ventre qui se serre, ils croient qu'ils ont rencontré la femme ou l'homme de leur vie. Hein. Parce que ça, pour eux, ça c'est le signe. Je ne sais pas si je sais plus si on dit ça en France, mais ici ils disent des papillons dans le ventre. Hein. Quand ils ont des papillons dans le ventre, à ce moment-là, c'est que l'amour est là. Alors que c'est peut-être un problème intestinal. Hein. Il y a eu une chercheuse, il y a une chercheuse d'ailleurs qui a raconté ça, qui a écrit tout un bouquin passionnant sur les émotions et qui explique d'ailleurs que les émotions sont une traduction en fait, que sont une interprétation que fait notre cerveau de ce qui se passe dans notre corps. C'est très intéressant ça. Mais donc, encore une fois, nos émotions comme notre attention sont exploitées à l'extérieur. Hein. On voit bien que la majorité de l'industrie cinématographique, de la musique, enfin, du marketing ne joue que sur ça, c'est déclencher des émotions. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? C'est parce qu'ils savent très bien que quand nous sommes dans l'émotion, nous ne sommes plus dans l'analyse, et comme quand nous ne sommes plus dans l'analyse, nous ne sommes plus dans le calcul. Donc on va dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on va acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin, tout ça parce que nous sommes pris dans l'émotion. L'émotion gratuite, c'est-à-dire l'émotion que je peux ressentir sans que quelqu'un en profite, elle est de plus en plus rare. Elle est de plus en plus rare. Et je crois aussi qu'il y a un dérèglement hormonal de la population en raison de tous ces messages émotionnels. Il est évident qu'une image, c'est une émotion. Hein. Une image, c'est une émotion. Toutes les publicités que nous voyons du matin au soir sont des émotions. Or, les émotions déclenchent des hormones. Donc, il y a une pollution hormonale qui est créée par toute une série d'industries, dont un jour, ces industries, à mon avis, devront rendre compte. Mais comment se dépatouiller à l'intérieur de nous? Parce que le seul monde dans lequel on vit, c'est le monde intérieur. Il n'y a que ce monde-là dans lequel on vit. Donc, c'est très important de faire une cartographie de ce monde, de l'explorer, de savoir où il y a des marécages, où il y a des montagnes, où c'est lumineux, où c'est sombre. C'est super important. C'est beaucoup plus important que le monde extérieur, puisque le monde extérieur, nous ne le voyons jamais qu'à travers notre monde intérieur. Donc, c'est d'abord le monde intérieur qu'il faut voir. Alors, moi, je crois donc qu'effectivement, c'est très important de s'analyser, de se comprendre. Et je pense que la première différence qu'il y a entre une intuition et une émotion, c'est la légèreté. Une émotion est plutôt lourde, or une intuition est plutôt légère. Il y a, je pense que c'est Poincaré, vous voyez, c'est bien la preuve que la rigueur et la sensibilité vont ensemble. Poincaré, le mathématicien français Poincaré, a beaucoup analysé cette question de l'intuition, parce que pendant tout un temps, on a cru que l'intuition ne venait qu'aux artistes, mais pas du tout. Elle vient aux scientifiques, elle vient aux chercheurs, hein, elle vient à tout le monde. Tout le monde a tout le temps de l'intuition. Et Poincaré disait qu'il y avait plusieurs caractéristiques qui permettaient de savoir qu'une chose était une intuition et non pas autre chose. Et il disait d'abord, c'est le caractère spontané. Une intuition, c'est quelque chose qui arrive spontanément. On ne sait même pas d'ailleurs d'où elle vient, hein, elle est spontanée. Il y a un sentiment de certitude. Il y a aussi un sentiment de certitude. Quand on a une intuition, on a un sentiment de certitude. Il y a un sentiment de légèreté, etc. Donc, je crois que moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut tenir un petit carnet pour vérifier si on a eu une intuition ou si c'est de l'imagination ou si c'est de l'émotion. Et à un moment donné, on va reconnaître ça. Et quand on voit, par exemple, dans la Bible, très souvent dans la Bible, on parle de Dieu, parce que c'est un mot qui est utilisé pour parler parfois d'autres choses. Et quand on voit comment Dieu parle dans la Bible, ce qui selon moi est la voix de l'intuition, la Bible parle d'une voix douce et légère. Hein. Elle ne parle pas du tout du grondement comme on voit dans les films hollywoodiens où tout s'écroule et où Dieu parle avec une voix de film d'action. C'est pas du tout ça. Dieu parle d'une voix douce et légère. Donc c'est la douceur, cette légèreté, cette spontanéité et ce sentiment de certitude qui fait l'intuition. Et il faut peu à peu arriver à la reconnaître en soi. Et pour ça, ben voilà, on tient un petit journal, on dit « Ah, j'ai l'intuition que », puis après on vérifie est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et peu à peu, on commence à comprendre notre propre langage. Dans la forêt aussi, notamment. Oui. J'essaie d'activer tout ça. Oui, enfin moi, ce que vous dites me paraît énormément parce que voilà, enfin tout ce que vous avez dit sur les fausses croyances sur les artistes, entre guillemets, le fait de, ouais, tout ce que vous avez partagé, c'est vraiment des croyances que j'avais effectivement moi avant, que j'ai en partie déconstruites, mais pas encore totalement. Donc c'est effectivement, enfin, je pense que c'est vraiment des croyances qu'il faut déconstruire chez les gens parce que c'est pas possible
Ah oui, oui, c'est ça, il y a des croyances. Parce que le métier artistique, c'est un métier dont on ne connaît pas vraiment les coulisses, hein. Euh, Exactement. Ouais. C'est ça. les cuisiniers, il suffit de voir, moi j'adore cette émission-là de, comment ça s'appelle encore, chaque fois que je suis sur, que je peux regarder ça, Cauchemar en cuisine, voilà, Cauchemar en cuisine. Parce que moi j'adore le cuisinier là, qui fait ça, je trouve que c'est un type super. Mais bref, là, on voit les coulisses de la cuisine. Mais les coulisses du métier artistique, on ne les voit pas, on voit toujours le résultat final. Oui, c'est Effectivement, ça. ouais. Euh, et alors que les coulisses sont fantastiques aussi, je veux dire, la façon dont les artistes travaillent ou ne travaillent pas, ce qui les occupe, c'est un monde d'une diversité, d'une richesse que moi j'adore en tout cas, et qui pourrait d'ailleurs servir beaucoup aux gens qui ne sont pas artistes. Parce que, La transmission. par exemple, la question du travail pour un artiste. Pour un artiste, moi je crois que le principal, c'est de ne pas travailler. C'est-à-dire que un artiste doit travailler peu de temps par jour. Un artiste ne doit pas travailler 10 heures, ni même 8 heures par jour. Parce qu'encore une fois, l'énergie est supérieure au temps. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, quand je parle d'énergie, je ne parle pas nécessairement de faire des exercices de gymnastique, là, mais je parle d'énergie créative. Hein. Ce qu'un artiste doit faire, c'est vraiment cultiver son énergie créative. Et ce qui est drôle, c'est que la plupart des artistes, dans le temps et dans l'espace, quelles que soient les époques et quels que soient les pays, ont peu à peu, pas peu à peu, ont à peu près plutôt créé la même méthode de travail. Ça, je trouve ça absolument fascinant. Et qui est basée justement sur, un, le fait de travailler peu de temps, mais deux, le fait de travailler intensivement ce temps-là. Et donc, c'est un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle qui est généralement celui de nos sociétés, qui est finalement de travailler, de nous payer autant. Hein. Peu importe si tu n'as rien fait pendant tes 8 heures de travail, je te paye quand même 8 heures. C'est pas du tout ça le travail de l'artiste. C'est pas non plus le travail du gestionnaire. C'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Là, vous parliez de l'artiste dans une autre interview. Vous expliquiez que vous aviez côtoyé tout au long de votre carrière des personnes qui avaient tout pour être heureuses et finalement que vous pouviez compter sur les doigts d'une main les personnes qui étaient vraiment heureuses. Pour autant, elles pratiquaient leur art, elles avaient du succès. Qu'est-ce qui explique selon vous le fait qu'elles n'étaient pas heureuses dans le quotidien, ces personnes-là? Mais parce que le succès ne rend pas heureux. Hein. Je veux dire, moi, j'ai jamais. Le succès rend joyeux, rend content. Évidemment, il y a plein de choses positives avec le succès, mais ce n'est pas ça qui rend heureux. Mais Heureusement, heureusement, parce qu'il faut quand même dire que la majorité des gens, peut-être que 99% des gens n'ont pas de succès. Donc, si c'était le succès qui rendait heureux, ce serait grave. Je pense que ce qui rend heureux, c'est la réussite. Et moi, j'ai toujours fait une distinction très forte entre le succès et la réussite. Euh, et réussir quelque chose, ça rend heureux. Que ce soit réussir un gâteau, réussir une œuvre, réussir quelque chose, ça nous rend remplis de joie. Moi, je pense que la réussite, c'est quelque chose de très concret. Hein, c'est une sensation qu'on a quand on a réussi. Tout le monde a déjà réussi quelque chose dans sa vie. Hein, le fait de pouvoir dire j'ai réussi ça, ben, immédiatement, ça donne une sensation de plénitude. Donc, la réussite est une sensation. Mais le succès, par contre, c'est autre chose. Parce que le succès, c'est une abstraction. Quand j'ai 100 000 personnes ou 1 million de personnes qui achètent quelque chose que j'ai fait, ben, je ne les vois pas, ces millions de personnes. Hein. C'est un chiffre, c'est une abstraction. Alors on me dira qu'il y a l'argent, que l'argent c'est concret. Oui, peut-être, mais l'argent, je le touche beaucoup plus tard. Hein. Quand on vend quelque chose dans tous ces milieux-là, on n'est pas payé au moment où les gens l'achètent. On est payé 6 mois plus tard, au minimum. Donc c'est aussi une inflation. Et d'autre part, le succès crée un autre problème, c'est qu'il y a toujours moyen d'en avoir plus. Quand j'ai réussi mon gâteau, à partir du moment où je dis j'ai réussi mon gâteau, ça veut dire que je n'aurais pas pu le réussir plus. Il est comme il est parfait. Sinon, je dis j'ai presque réussi. Mais quand j'ai du succès, ben, je peux toujours avoir plus de succès. C'est-à-dire que si je suis numéro 1 des ventes en France, je me dis mais pourquoi je ne suis pas numéro 1 des ventes aux États-Unis? Et si je suis numéro 1 des ventes en France et aux États-Unis, je me dis mais comment ça se fait qu'en Asie, il n'y a rien qui bouge, hein? Donc il y a toujours moyen d'en avoir plus. Ce qui fait que le succès, d'une certaine manière, c'est une source de frustration permanente. Oui, Et d'ailleurs, d'insatisfaction. d'insatisfaction, absolument. Et puis le troisième problème du succès, c'est qu'évidemment, dans beaucoup de métiers qui sont liés à la scène, le succès est lié à une attention, une sorte de sentiment que le public a pour un artiste, mais la plupart des artistes savent très très bien que c'est juste une image que les gens aiment et pas une personne. Hein. La meilleure preuve, c'est que ce public ne veut pas que l'individu change.
S'il change, le public ne doit plus être là. Donc, on aime une image. Alors, évidemment, ça crée un quatrième problème qui a été analysé par des psychologues aux États-Unis, c'est qu'à mesure que le succès augmente, moi, star, je vais commencer à constater le creux qui se fait de plus en plus grand entre ce que les gens croient que je suis et ce que moi, je sais que je suis. Et donc, ça va créer comme une immense loupe sur mes manques, sur mes défauts, et ça peut aboutir à des dépressions majeures chez des artistes qui ont un succès énorme. Moi, j'ai connu à Los Angeles un type qui avait bien connu Marilyn. Il me disait, tu sais que quand on allait à des barbecues avec Marilyn Monroe, elle était toute seule. Il n'y a personne qui osait l'approcher. Elle était toute seule, et Marilyn Monroe, parce qu'il suffit de regarder les plus grandes stars, c'est qui? C'est Marilyn, c'est Michael, c'est Whitney et c'est Elvis. Hein. Je pense que c'est ça à peu près le plus loin. Eh bien, tous, que ce soit Elvis, Elvis est mort pratiquement suicidé par les médicaments, Marilyn, même chose, Whitney, même chose, et Michael, même chose. Hein. Donc, croire encore que le succès mène au bonheur, c'est d'abord de l'ignorance, en fait. Parce que tout démontre que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi continue-t-on à faire croire, parce que Facebook ne fait que ça, hein, Facebook pousse les gens à avoir un nombre de likes de plus en plus important, etc. Ça, on le comprend, c'est une machine commerciale. C'est une machine commerciale qui veut rendre les gens addicts de Facebook. Donc ça, c'est leur truc. Mais à un niveau personnel, il suffit d'avoir réfléchi un peu et d'avoir un peu regardé autour de soi. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de côtoyer tous ces gens-là, donc je le sais de l'intérieur, si je puis dire. Non, le succès, c'est pas ça qui va rendre heureux. Maintenant, je ne dis pas que le succès est une mauvaise chose, que je le méprise, pas du tout. Non, mais c'est juste qu'il faut le laisser à sa place. Le succès ne rend pas heureux. Et le succès est important parce qu'il y a des gens qui, grâce au succès, vont donner accès à d'autres personnes qui ont des choses très intéressantes à dire, vont faire passer des messages qui peuvent changer positivement la société. Donc c'est très bien aussi le succès, mais ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est Mais pas ce ça, qu'on dit qu'il est. c'est pour ça que c'est super important d'en parler justement pour un peu casser ces fausses croyances et tout ce qui est véhiculé dans tout ça. Et maintenant, je vais parler des collaborations. Justement, vous avez collaboré avec beaucoup de personnes, vous avez vu un petit peu l'envers du décor dans les coulisses. Mais de manière générale, sans compter le secteur cinématographique ou artistique, quelles sont pour vous les clés d'une bonne collaboration? Vous expliquez qu'il fallait prendre quelqu'un qui était justement à son opposé, pas avoir vraiment d'amis, ouais, de feeling. Ça nous a un peu fait peur d'ailleurs. Ouais, On voulait vraiment pour vous, quelles sont les clés? Vous parliez très justement d'aller chercher les qualités qu'on n'a pas chez l'autre, comme dans un supermarché finalement. J'aimais beaucoup cette illustration. Voilà, si vous Oui, pouvez nous en dire un peu plus là-dessus. oui, parce que je pense que la première chose à se dire, c'est que le but d'une collaboration n'est pas le confort. Ça, c'est déjà très important de se dire ça. Hein. Le but, ce n'est pas de créer une relation confortable. Donc, quand on veut créer une relation confortable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va avec des gens qui nous ressemblent. Hein. C'est ça qu'on fait. Parce qu'on sait comment ils pensent, on sait comment ils agissent, on sait ce qu'ils ont dans la tête et tout. Alors, c'est certainement confortable, mais c'est comme un siège, quand il est très confortable, on n'a pas envie de bouger. Mais en tout cas, ce n'est pas ça le but d'une collaboration professionnelle. Le but d'une collaboration professionnelle, c'est de construire. Alors, ce qu'on peut remarquer quand même dans beaucoup de cas, c'est qu'il y a effectivement des binômes qui sont souvent des binômes de type artiste et manager. Hein. C'est-à-dire, il y en a un qui crée et il y en a un autre qui gère. Le Cirque du Soleil, par exemple, ici à Montréal actuellement, on parle beaucoup du Cirque du Soleil parce qu'il est pratiquement en faillite et il y a des tas de choses qui sont passées avec cette entreprise, mais il a été fondé comme ça, le Cirque du Soleil, hein, par un créatif et un gestionnaire. Alors, quand on cherche une collaboration, je crois que c'est effectivement important d'aller chercher chez l'autre des qualités que nous n'avons pas. Et plutôt que d'aller chercher des qualités qui résonnent avec les nôtres. C'est ça l'erreur qu'on fait souvent. Hein. Et on dit, moi je déteste les comptables. Mais en fait, ça c'est un vrai problème de dire ça, parce que alors je ne vais jamais m'approcher d'un comptable, or sans comptable, sans gestion d'une carrière, c'est une pure catastrophe. Donc je crois que c'est important simplement de se dire quelles sont les qualités qui me manquent. Hein. Moi je dis toujours à mes étudiants qu'il y a une question très simple qu'ils peuvent toujours se poser, c'est s'ils étaient leur propre manager, que se diraient-ils? Hein.
Et tout de suite, tout le monde a la réponse. Hein. Ah ben si j'étais mon manager, je me dirais que je dois me réveiller plus tôt, que je dois faire ceci, que je dois faire ça. Donc tout le monde sait très bien ce qu'il doit faire. Hein. La question après, c'est de le faire, mais tout le monde le sait très bien. Donc on peut savoir facilement les qualités qu'on n'a pas, et donc essayer de les trouver chez quelqu'un qui les a. Et donc de dire, ben voilà, moi je suis très mauvais dans la gestion, il faut que je trouve quelqu'un qui est bon dans la gestion. Mais le problème qui se pose, c'est que ça ne suffit pas, parce que c'est très dur, comme je disais tout à l'heure, ce pont entre le monde de la création et le monde de la gestion. Parce que les deux ne se comprennent pas. Donc, il faut trouver des gens dans le monde de la gestion qui comprennent comment fonctionnent les artistes. Et ça, c'est assez rare. Et c'est comme ça qu'on est en général, parce qu'on veut toujours transformer l'autre pour que l'autre devienne comme nous. Comme si nous étions le standard de référence du monde entier. Mais non, en fait, non. Donc, l'autre a le droit d'être l'autre et moi j'ai le droit d'être moi. Mais comment est-ce qu'on fait pour se comprendre? Et donc ça, je dois dire que j'ai beaucoup rencontré dans tout ce qui est l'industrie musicale et l'industrie du cinéma ce profil-là, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois des créateurs, des créatifs, mais qui sont en même temps des gestionnaires. Et ça fait des gens marginaux, parce que ils sont pas, c'est pas des banquiers, c'est pas des entrepreneurs de travaux publics, c'est vraiment des artistes, mais ce sont pas non plus vraiment des artistes, parce que c'est aussi des gestionnaires. Et c'est un profil tout à fait particulier, heureusement qu'il existe, parce qu'il permet justement la compréhension avec l'autre monde. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que le monde artistique en général, et ça, les artistes n'aiment pas l'entendre, mais le monde artistique en général, les industries artistiques créatives, n'aiment pas nécessairement travailler avec des artistes. Hein, parce qu'il faut quand même se dire que quand on est un décisionnaire et un décideur et qu'on investit de l'argent sur un artiste, ça fait peur. Parce qu'on dit, oui, mais est-ce que c'est pas un toxicomane? Est-ce que demain, il ne va pas venir avec une dépression nerveuse? Est-ce qu'il va être correct dans les rendez-vous, etc. Donc, ils préfèrent avoir des intermédiaires qui assurent tout ce côté de je fais le pont avec l'artiste. Alors, c'est très important de trouver ça. C'est super important. Et la confiance aussi, vous disiez que justement, il fallait faire attention, on pouvait vraiment faire confiance à personne, même les personnes les plus proches de nous. Et je trouve que c'est tout à fait juste, mais aussi, il faut prendre un petit peu de hauteur parce que, au risque de tomber dans la méfiance finalement, qui est un travers, comment vous définiriez la confiance dans le milieu artistique, dans les relations avec les autres, son entourage, parce qu'il y a tout ce qui a trait au droit d'auteur aussi. Un artiste qui commence à parler un petit peu de ses projets, il y a cette dimension, donc c'est… Ah oui, oui, mais moi, attention, parce que moi, pour moi, le contraire de la confiance, d'une certaine manière, n'est pas la méfiance. Ce n'est pas parce que je ne fais pas confiance à quelqu'un que je me méfie de lui. Non, je ne lui fais pas confiance parce que je ne le connais pas. Et puis on verra bien après si je dois m'en méfier ou pas. Mais c'est simplement qu'actuellement, c'est neutre. Les artistes ont tendance… C'est un sujet qui est très riche aussi, parce que les artistes ont tendance soit à se méfier à mort, soit de faire confiance à mort. Mm. Et dans les deux cas, ça pose des problèmes. Quand ils sont dans une relation de méfiance, ça démotive les gens qui travaillent pour eux. Moi, j'ai connu beaucoup de managers complètement démotivés par la méfiance de l'artiste. Eux se défoncent et ils travaillent à 100%, et puis l'artiste est en train de voir ce qu'ils ne font pas, compare avec d'autres managers, se dit oui, mais j'aurais peut-être dû signer avec un autre, etc. Et ça, peu à peu, ça dégonfle l'enthousiasme du manager. Donc c'est une erreur énorme. Mais l'autre erreur qui est de faire trop confiance, c'est une erreur énorme aussi, qui provient du fait que beaucoup d'artistes ont simplement envie de se débarrasser de tout ce qui les emmerde pour mettre ça dans le panier du manager qui va s'occuper de tout. Moi, j'ai vu, quand j'étais avocat, des artistes qui voulaient que je m'occupe de leurs affaires. Ils venaient avec un tiroir. Et dans le tiroir, il y avait le mode d'emploi de la machine à laver, des vieux contrats d'enregistrement, des relevés de redevances, etc. Ils me disaient, est-ce que vous pouvez vous occuper de tout? Et en faisant ça, évidemment, ils perdent la gestion et alors évidemment ils perdent le contrôle aussi. C'est comme ça qu'évidemment beaucoup d'artistes à un moment donné se font d'une certaine manière avoir parce qu'ils ont tout confié à quelqu'un qui a eu des tentations, etc. Donc comment faire? Moi je pense que la meilleure méthode, mais ça coûte un peu d'argent évidemment, mais je crois que la meilleure méthode, et pour moi le trio gagnant, c'est le trio où il y a un artiste avec un manager, donc une artiste ou un manager, mais entre les deux, un avocat qui est du côté de l'artiste. Moi, j'ai expérimenté ça souvent, ça marche très bien parce que ça, justement, ça permet à l'artiste de se dégager complètement sur les épaules du manager, mais en même temps, comme l'artiste engage un avocat
qui lui contrôle un peu, pas de manière policière, mais quand même de façon assidue ce que fait le manager, eh bien l'artiste peut se reposer. Mais ça, c'est sûr que ça coûte beaucoup d'argent. Et je voudrais, pour terminer, dire que la confiance, évidemment, c'est quelque chose qui doit être double. Moi, je pense que y a Céline Dion racontait un jour par rapport à René Angélil, elle disait pendant toute ma carrière, René Angélil m'a demandé de monter de plus en plus haut sur le plongeoir pour plonger dans la piscine. Et moi, j'ai toujours plongé. Et jamais je ne lui ai demandé si la température de l'eau était la bonne, parce que je savais qu'il s'était occupé de tout. Et lui, de son côté, il disait, moi, j'ai toujours su qu'elle allait plonger. Alors, c'est ça qui a fait la relation de base. C'est ça qui a fait le succès de Céline Dion et René Angélil. D'ailleurs, aujourd'hui que René Angélil n'est plus là, on voit que les choses commencent à tourner un peu différemment, mais c'est une confiance dans les capacités de l'autre. Et la confiance, c'est un outil magique. C'est un outil d'une puissance incroyable, la confiance. Quand quelqu'un nous dit qu'il a complètement confiance en nous, ça nous donne des ailes. Donc, mais la confiance, parce que c'est cet outil aussi puissant, elle a, à mon avis, quelque chose de sacré et elle doit se mériter. La confiance n'est pas quelque chose qui s'accorde comme ça. De même que nous ne devons pas la confiance à tout le monde, nous ne devons pas non plus la vérité à tout le monde, et nous devons encore moins la transparence à tout le monde. Hein. Ce sont des choses qui se méritent, parce qu'il faut s'apprivoiser peu à peu, il faut se connaître, il faut d'une certaine manière un peu tester, et après il y a quelque chose qui peut se bâtir, mais pas du premier coup. Alors, voilà, enfin, ce que vous dites appelle énormément de questions. Je vois que le temps, le temps passe vite, donc on est obligé un petit peu de basculer entre plusieurs thématiques. Moi, j'aurais quand même envie de rester un petit peu le temps d'une question sur cette histoire, sur ce thème de l'image de l'artiste, parce qu'en fait, comment dire, est-ce que quelque part, mais je pense connaître d'avance votre réponse, un artiste doit-il risquer sa vie, sa carrière pour finalement défendre ce en quoi il croit? Et est-ce que il doit aussi être prêt à renoncer à la célébrité s'il peut toucher seulement 3-4 personnes avec des œuvres d'une parfaite authenticité? Alors, si les artistes pouvaient sacrifier leur succès pour des causes auxquelles ils croient, il y a longtemps que ça se saurait. Parce que ce n'est pas ça qui se passe. La plupart du temps, on voit quand même assez peu d'artistes. On voit assez peu d'artistes de la scène, je dirais, des artistes médiatisés, s'impliquer. Alors, on en voit plein qui s'impliquent sur des sujets où tout le monde est d'accord, hein, qui enfoncent des portes ouvertes. Donc, il y a plein d'artistes qui s'impliquent sur la nature, justement, sur la paix dans le monde, contre le mauvais traitement aux enfants, contre le viol, contre le racisme. Bon, ça, c'est sûr, mais je veux dire, à part quelques demeurés, qui est pour toutes ces, hein, tout le monde est contre. Donc, ça fédère, en fait, un public. Le problème pour l'artiste, c'est quand il se dit, est-ce qu'il est prêt au sacrifice? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à perdre une partie de mon public pour être fidèle à ce que je ressens? Et je pense que beaucoup ceux qui le font sont rares. Maintenant, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Moi, je ne suis pas leur juge, hein, mais je constate simplement qu'il y en a assez peu qui le font. Après, il y avait une phrase qui est très ancienne, qui est une phrase en latin qui est habitare secum, ça veut dire habiter avec soi. Après, il faut habiter avec soi. Hein. Après, il faut habiter avec ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on est et ce qu'on a été. Et ça, c'est le choix de chacun. Hein, c'est le choix de chacun. Mais moi, je pense que cette génération d'artistes-là, elle va naître maintenant. Parce que je vois que dans les jeunes générations, il y en a de plus en plus qui ont très bien compris comment tout ça fonctionne, tout ce marketing, toute cette mécanique, etc. Et il y en a de plus en plus qui ne veulent rien entendre de tout ça. Alors évidemment, le problème, c'est que c'est sûr qu'au début de carrière, quand on est un jeune artiste indépendant qui ne gagne pas sa vie, qui n'a rien à perdre, ben on est d'accord de faire plein de choses. Mais dès qu'on a une maison, des enfants, etc., c'est autre chose. Et quand on arrive au niveau des stars, il faut bien se rendre compte que les stars qu'on voit, en réalité, sont des entreprises beaucoup plus que des personnes. Hein. Le moindre mouvement, la moindre déclaration que ces gens-là font, c'est analysé par plein de gens. Ça va faire chuter des cours de bourse. Enfin, c'est inimaginable les conséquences. Donc c'est pour ça que ce n'est pas des êtres humains, ce sont des entreprises à visage humain, mais ce sont des entreprises aussi gigantesques que d'autres qui n'ont pas de visage.
Justement, finalement, tout ce système un petit peu du marketing, justement, qui peut travestir finalement le message de l'artiste, est-ce que l'artiste, justement, par exemple, à ses débuts, qui se lance, est-ce que c'est quelque chose dans lequel il faut essayer de ne pas rentrer, ou bien est-ce qu'à petite dose, par exemple, modifier quelques points dans le scénario, je ne sais pas, quand on fait un film, concéder quelques points au producteur, est-ce que ça peut être pertinent? Ah, ça, c'est une très bonne question. Moi, je pense que le rôle du marketing dans les industries culturelles n'est qu'une seule, n'est qu'un seul point, c'est de modifier les perceptions. Mais ce n'est pas de modifier les œuvres. Ça, c'est très important. Le marketing culturel, c'est un marketing qui est là pour justement modifier l'accès, mais ce n'est pas quelque chose qui est là pour modifier l'œuvre. Il y avait une phrase, je ne sais plus, c'est pas de Jean Cocteau, je crois que c'était de Jean Cocteau, mais finalement ce n'est pas de lui, c'est d'un compositeur, je pense, mais enfin qui disait regardez les pierres que l'on vous jette parce qu'elles seront le fondement de votre piédestal. Ça veut dire regardez les critiques qu'on est en train de vous faire parce que c'est pour cette raison-là qu'on va vous aimer plus tard. Un exemple de ça, par exemple, c'est Aznavour. Je voyais dernier, quand Aznavour est mort, il y avait des articles qui paraissaient où on parlait des débuts d'Aznavour. Et au début de sa carrière, on disait, monsieur, il ne s'appelle pas Aznavour, il s'appelle Has no voice, hein, n'a pas de voix. Tellement on critiquait sa voix. Et c'est justement sa voix qui est devenue son succès. Hein. C'est justement cette voix particulière qui a fait le succès. Donc ça, je dis ça parce que c'est très dangereux que le marketing commence à vouloir modifier des contenus sous prétexte que le contenu ne plaît pas maintenant. C'est parce que c'est justement parce que le contenu ne plaît pas maintenant que seul un petit nombre de gens vont y adhérer et pour après y emporter un plus grand nombre. Donc le marketing, il est là parce que sinon, je veux dire, quelle est la différence entre un artiste et un entrepreneur? Je sais que partout, on nous dit que c'est la même chose. Moi, je pense que ce n'est pas du tout la même chose, un artiste et un entrepreneur. Fondamentalement, parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord un opportuniste. Un entrepreneur, c'est un opportuniste. C'est-à-dire quelqu'un, il voit une opportunité dans un marché, il se dit, ah, là, il y a quelque chose que je pourrais faire, et il est intelligent, et il s'y mise dedans, et il crée ça. L'artiste, c'est tout à fait l'inverse, parce que lui, il fait quelque chose que personne ne lui a demandé, qui ne plaira peut-être à personne, qui lui coûte de l'argent, qui lui coûte du temps, qui va peut-être foutre en l'air sa vie de famille, donc, et qui ne s'occupe absolument pas de ce que demande le public. Mais qui va s'en occuper, c'est justement normalement le marketing culturel, qui va dire à l'artiste, ton produit, j'y touche pas, mais tu vas voir, je vais changer la perception que je vais en faire. Et je pourrais en parler longtemps, parce que je suis un fanat de cette marketing culturel. Il y a des exemples énormes de produits qui ont l'air quand je dis de produits, je veux dire de création artistique, qui avait l'air d'être complètement loin du public et que grâce à un marketing bien fait et sans modifier le contenu, on a rapproché du public. Ça, c'est le vrai marketing. Le reste, pour moi, ça ne vaut même pas la peine de commencer. Oui, c'est extrêmement. Enfin, ça répond à beaucoup de questions qu'on se posait, hein, quelque part, ce que vous venez de dire. Du coup, en fait, on en vient aussi à la question, parce que je vois que le temps file, finalement, du savoir-être de l'artiste. Qu'est-ce que c'est un bon savoir-être pour un artiste pour construire son réseau, se présenter aux autres? Tu parlais des valeurs, vous disiez aussi qu'il fallait conserver, enfin, que c'était bien de conserver ses valeurs, mais vous disiez surtout comment on identifie ces valeurs. Je trouvais que cette question était très pertinente. Et parce Ouais. qu'on en revient une fois de plus au conditionnement. On a l'impression que ce que véhiculent nos parents, etc., ça va être nos valeurs, mais profondément, c'est peut-être pas ça. Donc, ça fait deux questions finalement. C'est ça, c'est ça. Hein. Parce que au Québec et en Amérique du Nord, il y a un mot avec les artistes qui revient tout le temps et que moi, qui me sort par les oreilles, c'est le mot authenticité. Tout le monde tous les artistes disent qu'ils veulent être authentiques. Et d'ailleurs, moi, quand je donne mes cours, je montre toute une série de photos de produits authentiques. Et ça va du saucisson en passant par le fromage, la confiture, tout ce que vous voulez. La plupart des produits maintenant sont soi-disant authentiques. Et donc, tout ça pour dire que l'authenticité ne veut absolument plus rien dire. La définition du mot authenticité, c'est la fidélité à ses valeurs profondes. Donc, je ne vois pas comment une confiture pourrait être authentique. Hein. Comment est-ce qu'un artiste peut être authentique? C'est en étant fidèle à ses valeurs profondes. Seulement, comme André vient de dire, c'est vite dit de dire que mes valeurs profondes sont justement les valeurs collectives. Non, généralement, l'authenticité, ça consiste à accepter d'être je contre le nous. Hein. C'est-à-dire, je vais dire ce que même si le nous me repousse.
Hein. Cette épreuve-là que doivent faire les artistes. Est-ce que tu restes ton jeu quand le nous te dit non, ou est-ce que tu commences à changer un peu pour devenir un nous? Il y a beaucoup d'artistes qui deviennent exactement les produits de ce que leur public demande. Hein. Mais oui, mais ça, il faut le savoir, et donc il faut être prêt à passer par le feu, parce que je veux dire, c'est pas évident quand on est un artiste, qu'on crée quelque chose et que ça n'intéresse personne. Hein. Moi, quand j'écris un livre qui s'appelle Tout le monde vous dira non, justement pour parler à ces artistes-là, en disant, écoutez, ne vous inquiétez pas, si on refuse ce que vous faites, c'est normal. Ça fait partie, ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça, mais c'est juste une question d'attendre un peu et un jour ça va passer. Donc, trouver ces valeurs profondes, c'est une entreprise énorme, c'est une entreprise très difficile parce que c'est une vraie entreprise d'introspection, il faut descendre en soi de plus en plus. Et l'idéal, c'est quand même d'être guidé quand on descend en soi, parce qu'il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a des marécages et il y a des choses dans lesquelles il faut faire attention. Donc, il ne faut pas faire ça spécialement tout seul, mais il ne suffit pas d'avoir des valeurs pour dire qu'on est authentique. Pas du tout, pas du tout. Alors, la question, par contre, il y avait 2 questions, j'ai répondu à la première, mais la deuxième, c'était quoi? Alors moi, oui, en fait, moi, la question que je vais poser au départ, c'était, bon, j'avais mis plusieurs questions dans la question, à vrai dire, mais on va dire, pour en donner une seule, c'est quoi, du coup, le savoir-être requis chez un artiste? Enfin, Ah oui, requis, c'est ça. entre guillemets. Alors, moi, ce que je dis toujours aux artistes, c'est qu'ils se trompent s'ils croient. Parce qu'un artiste, dans beaucoup de cas, les artistes sont un peu complexés. Parce qu'il y a des tas de choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ne se sentent pas vraiment à l'aise dans une société très technologique, très technique, très administrative. Parce qu'ils sont vite blessés par une certaine façon qu'on a de leur parler ou de ne pas leur parler, etc. Donc, quand ils arrivent dans la société, ils se sentent mal. Et quand ils arrivent devant des gens qui ne sont pas des artistes, ils sont encore plus mal. Et qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Je crois que c'est une erreur énorme. Ils essayent d'être comme eux. Ils se disent, je vais être plus accepté si je leur ressemble. Mais ça ne marche pas. Je veux dire, parce que tout le monde a vite compris quand on est face à un artiste que c'est un artiste. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est l'inverse qu'il faut faire. Vous êtes artiste, commencez par l'accepter. Si vous l'êtes, vous n'avez pas le choix, donc acceptez-le. Ensuite, commencez par le revendiquer, en tout cas par le manifester. Manifestez-nous que vous êtes un artiste. Et contrairement à ce que les artistes croient, les gens qui ne sont pas artistes, c'est une question de gradient aussi, parce que tout le monde est un peu artiste, mais je veux dire, les gens qui sont plus du côté purement business que les gens, ils adorent avoir devant eux des gens artistes. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est d'avoir devant eux des espèces de gens qui se font passer pour des gestionnaires alors qu'ils ne le sont pas, qui ont l'air quand même un peu bizarres, etc. Ils n'aiment pas ça. Mais qu'on arrive en disant, mais moi je suis un artiste visuel, d'ailleurs vous me parlez d'un truc, mais je vais vous dire, je ne comprends rien, alors je vais vous dessiner. Ils adorent ça. Et c'est ça qui crée un vrai contact avec eux. Ce n'est pas en se faisant passer pour un gestionnaire qui organise bien tous ses contacts, qui est tout à fait à ses affaires, parce que des gens comme ça, ils en rencontrent du matin au soir. Donc, il faut manifester le fait qu'on est un artiste. Et pour ça, il faut l'accepter, et c'est pas évident. C'est pas évident d'accepter ça. Parce que la société n'accepte pas. Donc, accepter finalement sa différence, enfin, accepter qu'on n'est pas comme les autres, et c'est ça en fait qui est une difficulté aussi. oui, et puis, oui, absolument. Et il faut accepter, donc, ce qui est la chose la plus difficile à accepter aujourd'hui, c'est accepter la sensibilité. Parce qu'on vit dans un monde qui, d'une certaine manière, a été fait par des insensibles pour des insensibles. Alors, dès qu'il y a des gens qui sont sensibles là-dedans, c'est un peu comme si, je ne sais pas moi, on est habitué à vivre à peu près à 20 degrés, puis on arrive dans un endroit, il fait tout le temps 1 degré. On se sent mal, on ne peut même pas parler, on veut tout le temps se couvrir, on veut se cacher, etc. Et je crois que ça, c'est appelé à beaucoup changer. Et c'est pourquoi, moi, je voudrais que beaucoup plus d'artistes s'occupent de la société plutôt que de laisser la société aux mains de ceux qui s'en occupent. Non, il faut aussi qu'il y en ait qui se dévouent, qui disent, ben, on va s'occuper un peu de notre côté, et puisque nous savons un peu comment fonctionne la sensibilité, eh bien, on va prendre en charge un peu de cette sensibilité dans le monde. Parce que sinon, on va arriver à une société qui est, la société nord-américaine, est quand même très proche de devenir comme ça. C'est-à-dire qu'une société où il y a tellement de règlements, c'est une société qui est complètement carrée, qui est complètement angulaire et qui éjecte de plus en plus de gens. Où est-ce qu'ils vont, tous ces gens-là? On est sur une espèce de carrousel qui tourne de plus en plus vite, et ceux qui sont aux extrémités, parce qu'ils sont déjà un peu marginaux, sont éjectés à toute allure.
Et c'est terrible, on ne peut pas éjecter comme ça, ni des gens, ni des animaux, ni quoi que ce soit, on ne peut pas, on doit vivre tous ensemble. Et il faut qu'on trouve une place pour tout le monde. En fait, c'est comme si ces artistes finalement comme vous l'avez dit, se sentent finalement un peu exclus, marginaux, en dehors du monde et qui ont leur propre réalité quelque part, devaient reprendre contrôle, enfin pas contrôle, mais devaient reprendre contact finalement avec la réalité et puis, comment dire, entreprendre, enfin, manifester dans la réalité en fait. Je sais pas comment dire, C'est-à-dire, moi je pense qu'ils doivent faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire changer la réalité. changer la réalité. Euh, et les artistes, parce que moi, les artistes, quand on voit le travail des artistes, il y a quelque chose d'absolument incroyable dans le travail artistique, c'est qu'il défie le temps. Donc, si on voit des images des grottes de Lascaux aujourd'hui, eh bien, ça va nous dégager les mêmes émotions chez nous qu'il y a des milliers d'années. C'est quand même incroyable. Donc, ça veut dire que la capacité de générer des émotions et des sentiments d'une œuvre d'art n'est pas limitée par le temps. C'est incroyable. C'est comme un moteur qui tournerait depuis des milliers et des milliers d'années. Alors que les entreprises qui sont faites avec des plans d'affaires et qui sont soi-disant bien calculées, elles durent quoi? Aux États-Unis, la durée de vie moyenne des entreprises aujourd'hui, c'est 15 ans. 15 ans. On ne peut pas comparer ça à des dizaines de milliers d'années de puissance d'une œuvre d'art, ou à des centaines, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, la poésie. Prenons la poésie de François Villon ou de Ruth Leboeuf, là, qui dit du XIVe siècle, on lit ça aujourd'hui, on ressent la même humanité dedans. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc, non seulement les artistes ne sont pas des parias d'une société, c'est certainement pas les parias d'une société, ce sont les élites d'une société. Et c'est ça il faut remettre les choses à leur place. Et les artistes créent de la beauté. La beauté défie le temps. La beauté, c'est très important dans une société. Encore une chose qui est de plus en plus oubliée, heureusement pas en France, parce que la France a quand même un capital architectural, etc., de beauté qui est énorme, mais en Amérique du Nord, on a oublié ça depuis longtemps. Donc tout ça, c'est très, très, très important, parce que justement, ça a un impact profond sur la santé mentale. Me promener dans une ville laide m'affecte, et me promener dans une ville belle m'affecte. Ce que je vois à l'extérieur, je l'amène à l'intérieur et ça me fait quelque chose. Donc la beauté, c'est très important, mais la beauté, regardez, la beauté est très liée aussi à la vitesse. Parce que plus je vais vite, moins j'ai le temps de regarder. Donc toutes ces villes américaines, elles s'en foutent complètement de la beauté parce que les gens passent en voiture. C'est pas comme les villes italiennes ou les villes françaises où on se promenait, on pouvait voir un découpage particulier dans un mur, une sculpture. En Amérique du Nord, les gens n'en ont rien à cirer de tout ça. Donc la beauté et la vitesse, c'est très lié. Et le travail de l'artiste, c'est un travail lent. C'est pourquoi moi je dis toujours aux artistes, avant de dire que vous êtes des artistes, dites-vous que vous êtes des artisans. Parce que premièrement, jusqu'à peu près au XVIIIe siècle, on employait un mot pour l'autre. Un artiste, on appelait ça un artisan. Deuxièmement, si vous dites de vous-même que vous êtes un artisan, vous allez travailler beaucoup plus calmement parce que vous allez travailler dans la durée en disant c'est pas encore ce que je voulais, ce que je suis en train de faire, mais je continue comme un artisan tous les jours et à un moment donné, ça va donner quelque chose de magnifique. Ça me fait juste rebondir par rapport à votre cours à réaffaire. Pour tous ces jeunes qui justement ont envie, ou moins jeunes, hein, les artistes qui ont envie de se créer un réseau, vous donniez des conseils. Donc là, en quelques mots, quels conseils vous pourriez donner à ces personnes qui veulent justement intégrer un écosystème et se faire un réseau? Alors, le réseau, c'est la chose la plus importante dans une carrière. Quand on analyse des carrières artistiques, on se rend toujours compte qu'il y a eu un moment où il y a eu une rencontre. Beaucoup d'artistes vont dire c'est cette rencontre-là qui a changé ma vie. Donc on retrouve ça depuis toujours et à peu près partout. Donc ça veut dire qu'un artiste doit sortir de son isolement. Un artiste doit avoir la possibilité de faire des rencontres. Et donc il y a toutes les questions de la timidité, il y a toute la question de l'anxiété sociale, etc. dont il faudrait parler, mais là on n'a pas le temps. Mais au fond, un réseau, c'est quoi? La chose à bien comprendre, c'est qu'un réseau, ce n'est pas un groupe d'amis. Les gens qui sont dans mon réseau ne sont pas mes amis. C'est très important à comprendre parce que quand on croit que le réseautage, c'est l'art de se faire des amis, eh bien forcément, il y a plein de questions qui arrivent. La première, c'est « Ah ben c'est de la manipulation alors ». Donc l'idée, c'est de faire croire aux autres qu'ils sont mes amis, comme ça je vais pouvoir en profiter. Comme c'est contre mes valeurs, je ne vais pas le faire. Donc ça,
C'est la première erreur. La deuxième, évidemment, c'est que quand je crois qu'avoir un réseau, c'est avoir des amis, ben donc je limite forcément le nombre de gens qu'il y a dans mon réseau. Parce que des amis, je ne veux pas en avoir des milliers. Donc, ce n'est pas ça, un réseau. Un réseau, il faut voir ça comme… Moi, j'ai une étudiante qui avait dessiné son réseau sous une forme organique. C'est vraiment ça, un réseau. C'est une espèce d'animal qui a plein de pattes, hein, et qui bouge un peu dans tous les sens. Donc, c'est un groupe de gens qui n'est pas constitué nécessairement de gens comme nous, certainement pas. Hein. Ce sont des gens différents de nous. Et c'est un groupe de gens qui s'entraident. C'est ça, un réseau. C'est ça, un réseau. Et donc, il faut le construire de façon stratégique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. On ne peut pas non plus se conduire n'importe comment. Quand je dis que c'est un réseau, c'est informel. Ce n'est pas du tout faire partie d'un club. Ça n'a rien à voir avec un réseau Facebook. Ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est cette espèce de toile qu'on a dans la tête où il y a plein de gens qui sont avec nous tout le temps et avec lesquels on va introduire, on va leur rendre des services, on va les aider, on va leur présenter d'autres personnes. C'est vraiment une façon de penser le réseau. Quand un artiste a compris ça, ça prend des heures parce qu'il faut s'exercer, mais quand un artiste a compris ça, sa carrière change. Moi, je dis toujours aux artistes, si votre carrière n'a pas changé dans un an et que vous appliquez tout ce que je vous dis par rapport au réseau, je vous passe $2000. Et je n'ai jamais eu de gens qui sont venus me demander de l'argent. Ben, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas appliqué tout ce que je leur avais dit. Mais en tout cas, c'est étonnant. C'est vraiment un outil d'une puissance incroyable. Et ça, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas enseigné dans les écoles. Ça, pour moi, c'est un mystère total. Normalement, c'était les parents qui enseignaient ça. Hein. D'ailleurs, le mot éducation, ça vient de ex-ducere et ça veut dire conduire à l'extérieur. Hein. Donc, c'est les parents qui montraient comment on allait vers l'extérieur, comment on parlait aux gens, etc. Mais aujourd'hui, ils ne le font plus parce qu'eux-mêmes, premièrement, ne le savent peut-être pas. Et puis, on est, je crois, tombé dans un monde qui est constitué de toute une série de petites cellules familiales, les unes à côté des autres, qui ne se rencontrent pratiquement plus jamais. Donc, nous avons de moins en moins l'occasion de relationner avec des gens qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas notre âge, qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas notre couleur, qui n'ont pas… Ça devient de plus en plus difficile. Alors, c'est un savoir-faire qu'il faut réapprendre et qui est vraiment, pour moi, toutes les écoles de commerce, parce que, mais en fait, toutes les écoles où on apprend aux gens comment s'en sortir dans la société, il faut absolument qu'ils apprennent ça. Mais encore faudrait-il que les professeurs le connaissent, parce que c'est pas évident, mais c'est fondamental. Non seulement d'ailleurs pour les humains, mais les animaux sont en réseau. Les plantes et les animaux sont en réseau. Quand on voit, par exemple, que l'arbre, à cause de Darwin, jusque finalement il y a très peu de temps, on pensait que l'arbre était un être individuel qui luttait pour sa survie. Hein. Ça, c'était ce que tous les scientifiques pensaient des arbres. Aujourd'hui, on ne pense plus de tout ça. On dit, ah non, 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 c'est un être qui collabore avec d'autres, ils peuvent nourrir même d'autres espèces, etc. Et effectivement, on s'aperçoit que nous sommes dans un gigantesque réseau et que ce qui n'est pas du tout normal et ce qui est contre nature, même au niveau cosmique, parce que même les planètes sont en réseau, ce qui est complètement contre nature, c'est de se sentir isolé et indépendants les uns des autres. L'individualisme, c'est une aberration, en fait. Je ne parle pas au point de vue moral, mais au point de vue de l'analyse du réel, c'est complètement faux. Il y avait quelqu'un qui disait, un entrepreneur qui affirmait que c'était fait tout seul, il disait, attends, vous êtes fait tout seul. Et les routes que vous avez conduites, sur lesquelles vous avez conduites, c'est vous qui les avez faites, la voiture, c'est vous qui l'avez faite, le téléphone que vous utilisez, hein? Non, nous sommes tout le temps dans un immense réseau avec le vivant. Et c'est très important qu'on s'en rende compte. Pour l'amour de la planète, c'est très important aussi. C'est intéressant parce que bon, voilà, on n'aura pas le temps malheureusement de beaucoup développer sur cette question de réseau, mais donc si je comprends bien ce que vous dites, voilà, donc le principal dans le réseau, c'est non pas bâtir des affinités, comment dire, émotionnelles avec d'autres personnes, mais c'est plus l'entraide, c'est-à-dire s'entraider. Mais alors, je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le réseau, et la chose la plus importante, c'est que quand on réseaute avec quelqu'un, on ne réseau, et ça pour les Français, je sais, parce que les étudiants français que j'ai, c'est très compliqué pour eux, parce que c'est pas ça la culture française, mais je leur dis toujours, vous ne réseautez pas avec une fonction, vous réseautez avec un humain. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens oublient ça.
Donc, vous n'êtes pas en train de réseauter avec un grand chirurgien de la salpêtrière ou je sais quoi. Non, vous êtes en train de parler avec un être humain. Hein. Regardez De au-delà même du que quand titre. vous... Ah oui, complètement. Ça, c'est très important. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que si moi je suis en train de parler avec le grand chirurgien de ceci, évidemment, premièrement, mon imagination va le faire encore plus grand qu'il n'est, et deuxièmement, moi je vais me faire encore plus petit que je ne suis. Donc comment est-ce qu'il peut y avoir un réel contact? Il n'y aura jamais de contact. Je le pousse lui à devenir le grand ceci, et moi je me pousse à me devenir le plus petit ça. Donc c'est impossible qu'il y ait un réseau. Donc il faut absolument enseigner aux gens des techniques pour entrer dans une relation humaine. Parce que le réseautage, ce n'est que l'art de créer des vraies relations. Pas de l'amitié, pas de l'amour, mais il n'y a quand même pas que ça dans le monde. Il y a aussi des relations vraies qui sont ni basées sur l'amitié, ni basées sur l'amour, ni basées sur l'intérêt, mais qui sont basées sur une chose beaucoup plus simple et beaucoup plus importante que ça, c'est l'échange. Simplement l'échange. D'accord. Et puis la construction aussi, il me semble. Parce que souvent, les personnes qui se mettent en réseau, c'est pour objectif de construire, de co-construire des choses. Euh, Pas nécessairement. L'entretien du réseau, en fait, je pense. Non, oui, moi je ne pense pas ça, parce que il y a une qualité, je pense, qui est de plus en plus rare, mais qui est très importante, c'est le désintéressement. Et quand on commence à réseauter, par exemple, avec des gens qui sont célèbres ou avec des gens qui sont riches, autant vous dire que ces gens ont un détecteur mental des profiteurs. Ils voient arriver les profiteurs tout à l'heure, des gens qui sont des multimillionnaires ou des stars, ils les voient arriver tout de suite. Donc, ils se méfient énormément des gens. Et je ne pense pas que c'est une bonne idée d'arriver vers quelqu'un avec un intérêt. C'est difficile à faire parce que, évidemment, c'est un peu comme ça qu'on a été éduqué, va le trouver, il va t'aider, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'il faut pratiquer beaucoup de choses, faire beaucoup de pratiques pour essayer de le faire. Mais d'abord, il faut comprendre que, par exemple, moi, si je rencontre, je dis moi, pour prendre un exemple comme ça, mais si je rencontre quelqu'un qui est intéressant, ce n'est pas parce que je considère qu'il est intéressant pour mon réseau, pas nécessairement pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'il est peut-être intéressant pour Andrea. Peut-être que je suis en train de parler avec quelqu'un parce que je viens de me rendre compte que cette personne, pour Andrea, ce serait un contact intéressant. Et à l'inverse, qu'Andrea serait un contact intéressant pour lui. Donc quand je dis désintéressé, c'est faire du lien, créer des liens autour de soi, entre les personnes, des connexions, en fait. C'est exactement ça. Donc, quand je dis désintéressé, je veux dire désintéressé dans le sens primaire du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas pour mon intérêt, mais bien entendu, il y a un côté stratégique. Hein. Et où est le problème? Si lui, je le mets en contact avec Andrea, et grâce à ça, lui, il va avancer, et Andrea aussi, elle va avancer, parce que tout le monde en profite. Et moi, j'en profite aussi, parce qu'Andrea va se souvenir que c'est grâce à moi qu'elle l'a rencontré. Hein. Une chaîne humaine, donc, en fait. C'est une chaîne humaine, exactement. Et c'est comme ça que fonctionne la nature, le système naturel dans lequel on est. Et c'est ça qu'il faut retrouver, mais qu'on a perdu. Mais en même temps, je ne sais pas si on l'a... Parce que, par exemple, si on voit au 19e siècle, qu'est-ce qui se passe au 19e siècle? C'est que la plupart des classes sociales réseautaient entre elles. Hein. Les ouvriers avec les ouvriers, les aristocrates avec les aristocrates, les bourgeois avec les bourgeois. Il y avait peu de mélange. Hein. Et il y a eu très peu de mélange dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a toujours eu toutes ces catégories. Ce n'est que maintenant que peu à peu, et encore en France, c'est beaucoup plus difficile qu'au Québec, mais ce n'est que maintenant que peu à peu, on commence à accepter l'idée du mélange. Alors, il y avait beaucoup de réseautage dans les classes aristocratiques et dans la haute bourgeoisie. Il y avait même un sens incroyable des sorties mondaines et de ce truc-là. Et donc, ça a créé une mauvaise étiquette au réseautage, puisque les gens disent, ah, mais ça, c'est des mondanités, c'est l'hypocrisie, c'est du snobisme. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est passionnant, passionnant. Enfin, on est malheureusement pris par le temps, mais justement, ma question, ça serait les artistes, comment dire, du coup, comment peut faire l'artiste qui est souvent un peu dans son monde, un peu déconnecté, un peu timide, comment peut-il faire pour justement rentrer dans cette logique de lien, de réseautage, d'échange avec les autres et se présenter simplement aux autres, dire qui il est, ce qu'il fait? Voilà, donc la première chose à faire, hein, c'est que nous avons tous un réseau. Hein, nous avons tous un réseau de contacts autour de nous. Mais si chacun analyse son réseau, il va s'apercevoir une chose très simple, c'est que ce réseau est fondamentalement homophile. C'est-à-dire que nous n'avons dans notre réseau que des gens comme nous. Hein.
des gens qui ont à peu près notre âge, des gens qui ont à peu près nos sujets d'intérêt, des gens qui ont fait à peu près le même niveau d'études, etc. Et ça, c'est un piège absolu. Parce qu'un artiste, à cause de ça, va se retrouver uniquement entouré d'artistes. Et par exemple, un artiste qui veut vendre des toiles, il ne va pas les vendre à d'autres artistes, hein, mais alors il les trouve où? Donc, il faut apprendre aux artistes à faire des liens hétérophiles, c'est-à-dire des liens avec des gens qui ne sont justement pas comme lui. Et comment le faire, ça, bon, c'est un peu compliqué à expliquer en peu de temps, mais c'est possible, et c'est possible avec une idée très simple. C'est justement en revenant à l'idée que tous ces hétérophiles, que ce soit un chirurgien ou un mécanicien, sont d'abord des humains. Or, comme il se trouve que moi je suis aussi humain, alors il doit quand même être possible d'avoir un contact. Et donc c'est en travaillant sur ça qu'on peut peu à peu débloquer des vieux réflexes qui sont ah ben non, mais c'est des gens qui ne sont pas de mon milieu, ah ben non, mais c'est des gens qui ne sont pas de mon âge, etc. Moi, j'insiste toujours, par exemple, dans mes cours pour avoir des gens de toutes les générations et d'un maximum de pays différents, parce que c'est très important d'être tout le temps avec des autres qui pensent autrement, qui ont d'autres valeurs, c'est super important parce que c'est ça qui nous ouvre tout le temps l'esprit. Ouverture Ben oui. d'esprit. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai une dernière question dans le cadre de notre long métrage qui s'appelle Séduction, qui va traiter justement de façon intergénérationnelle de notre rapport à l'addiction aux réseaux sociaux, la comparaison, etc. On va aborder la connaissance de soi, l'amour de soi, à travers justement des questions qu'on voudrait poser aux spectateurs. Et pour vous, quelles seraient finalement ces questions, les questions qu'on peut tous se poser pour se reconnecter justement à son être et à l'amour qu'on peut avoir pour soi. Oui, ça reboucle un petit peu aussi avec le début, c'est amusant, ça reboucle un peu avec le début de l'interview parce que justement, vous évoquiez un peu cette quête de sens, parfois ce moment où on se sent complètement vide et c'est ce qui arrive en fait au protagoniste du film qui, durant tout le film, est face à une terrible perte de sens et vraiment, voilà, il ne peut plus rien faire, il est vraiment dans une grande détresse. Et à la fin, justement, il arrive, voilà, Il se bon, retrouve dans la il se nature. retrouve dans la nature. Bon, il n'y a pas seulement la nature, il y a plein de choses qui interviennent, mais euh, finalement, à la fin, il se reconnecte finalement à quelque chose. Bon, il ne sait pas si ça va être. Mais en tout cas, il y a un début il y a une lueur en fait qui apparaît à la fin. Et on voudrait poser des questions là-dessus. Quelles sont selon vous les questions qu'on pourrait se poser à ce moment-là? Mais parmi les nombreux sujets qui m'intéressent beaucoup, il y en a un, c'est celui de l'identité. L'identité, c'est-à-dire qui suis-je et qui es-tu? Et la question de l'identité, évidemment, je ne parle pas ici des questions d'identité raciale et toutes ces choses-là. Je parle de la question d'identité au niveau purement individuel. Qui est la personne en face de moi et qui suis-je moi? Cette question d'identité, elle suppose une hypothèse c'est qu'il existe un moi, que le moi soit quelque chose qui existe. Or, rien n'est moins sûr. Peut-être que le moi est quelque chose qui n'existe pas. Peut-être que le moi est quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire que c'est une construction mentale que je me fais à mon sujet, mais qui n'a aucune existence réelle. Et beaucoup de traditions, notamment la tradition tibétaine, pensent que le moi n'existe pas. Et donc, moi, je pense que notre cerveau, il a été construit pour trouver du sens et pour faire du sens. On sait très bien que notre cerveau n'a pas la capacité, par exemple, de recevoir toutes les informations qui sont dans l'environnement. Donc, il les trie et il les trie en fonction de ce qui lui paraît essentiel. Bon. Et donc, il doit faire du sens avec ce qu'il voit. Parce que le cerveau ne supporte pas de se trouver dans un truc incompréhensible et absurde. Et le danger, c'est que, à cause de ça, notre cerveau est peut-être capable aussi de nous faire croire à nous qu'il y a un sens, alors qu'en réalité, il n'y en a aucun. Hein, il n'y en a aucun. Donc, ce sont des questions qui sont évidemment très profondes. Et moi, je donne beaucoup de conférences sur la question justement d'identité. Il y a une question que je pose toujours, que ça fait des années que je pose cette question à des auditoires complètement différents, et la réponse est toujours oui. La question c'est, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de sortir de vous? Et tout le monde me répond toujours oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Et je suis en train de me demander si cette personne qui est à l'intérieur de vous, de moi, des autres, n'est pas la même. Vous comprenez?
C'est pas la même. Réflexion intéressante. C'est réflexion, oui, oui. Ça ouvre, Ça ouvre pas mal beaucoup de ouais. perspectives, en fait. Mm. Et la réponse est effectivement oui. Oui, oui, Je pense qu'on a tous ce je pense qu'on a tous sentiment-là. ce sentiment-là, oui. Oui, on a tous ce sentiment-là. Et alors, les artistes l'ont encore. Parce que les artistes, d'une certaine manière, ce sont comme des femmes qui tomberaient enceintes et ne savent même pas pourquoi. Hein, parce que c'est quand même ça, un artiste, il se balade, puis d'un coup, il est enceinte. Or, il y a quelque chose, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Pourquoi? Oui, pourquoi? C'est pourquoi, hein, c'est drôle, parce que le public assimile l'artiste à la liberté. Mais il n'y a rien de moins libre qu'un artiste, puisqu'un artiste, c'est comme une femme enceinte, elle n'est pas libre. Une femme enceinte. Il faut que ça sorte. Oui, c'est un fantasme du public, ça, la liberté de l'artiste. Mais qu'est-ce que c'est qui doit sortir? Et d'où est-ce que ça vient? Et comment est-ce que c'est venu? Hein? Tout ça, c'est des mystères qui sont absolument fondamentaux. Mais ce que je peux dire, moi, par rapport à mon expérience de vie, c'est qu'il est certain que la vie ne cesse de nous enseigner ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que le nombre d'expériences qu'on peut faire dans une vie, au début, on croit. Et d'ailleurs, le marketing américain dit aux gens, vous pouvez devenir ce que vous voulez, il suffit de volonté. C'est une phrase qui est complètement absurde, parce qu'un être ne peut devenir que ce qu'il est. Hein. Il ne peut pas devenir, un pommier ne va pas devenir un poirier, ni un prunier. Et un être humain va accomplir qui il est, et il ne va pas devenir quelqu'un d'autre. Mais évidemment, au début, on ne le sait pas. Donc on croit qu'on peut être tout, qu'on peut devenir tout. Moi, je disais tout à l'heure, je voulais devenir diplomate, et puis je me disais, je ferais bien ceci. Mais plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que finalement, ça, c'est des illusions. Parce qu'en fait, il y a peut-être qu'un seul chemin. Et il est caché. Et il est caché. Et c'est ce chemin-là qu'il faut trouver. Et quand on trouve ce chemin, alors la question du sens de la vie dont on parlait tout à l'heure, c'est réglé pour toujours. Parce que trouver son chemin, c'est trouver son sens. Hein. Le sens, ça veut dire aussi la direction. Hein. La direction, le goût. Mais à un moment donné, on dit, c'est mon chemin. Là, on retrouve la paix finalement. Ouais, c'est ça, on retrouve la paix d'esprit, la paix de l'âme. On peut enfin se sentir serein. Absolument. Et on arrête de ressentir cette chose qui est l'étymologie d'ailleurs du mot diable. On arrête de ressentir la division en soi. On n'a plus de division. On est devenu un. Et on est un sur notre chemin. Et ça suffit. Et là, je pense que ça suffit vraiment. Et on devrait se donner une médaille quand on arrive à faire ça. Mais pour finir, parler un petit peu de... Est-ce que déjà l'Université de la Nature, elle est accessible à tout le monde? Parler un petit peu de vos livres aussi, très rapidement, pour que... Oui, voilà, on mettra des liens, du coup. Pour que les personnes... je ne fais pas ça pour faire de la publicité. Hein. Ah, je sais, mais nous on veut s'acheter le livre Tout le monde vous dira non, déjà. Parce que ça nous intéresse particulièrement quand on est dans le secteur. Et puis, je pense que ça peut être intéressant de savoir... Oui, pour ceux qui ont regardé la vidéo, pour qu'ils puissent... Oui, donc en ce qui concerne l'université dans la nature, donc il y a un site qui s'appelle unature.org. Il y a moyen de s'abonner à une newsletter. Il y a aussi c'est aussi présent sur Instagram et sur Facebook. On donne déjà donc des formations. S'il y a des gens qui sont intéressés à devenir guides, ils peuvent entrer en contact avec nous. C'est une formation que je trouve passionnante parce que c'est vraiment justement comprendre. C'est vraiment comprendre la nature, mais la nature dans sa relation avec l'humain. Pas la nature en tant que nature, pas l'humain en tant que l'humain, mais les deux ensemble. Parce que c'est ça qu'on a oublié, c'est la relation entre les deux. Et c'est ça que nous, on veut rétablir. Et donc, en ce qui concerne mes livres, j'ai publié beaucoup de livres. J'ai publié des livres sur le nord du Québec parce que j'ai beaucoup été dans le nord du Québec, donc sur les Cris, donc, qui sont les Indiens, les autochtones du nord du Québec. Sur une ville de Chipigamo, j'ai écrit un livre sur la langue française du Canada. J'ai écrit Tout le monde vous dira non. J'ai écrit un livre qui s'appelle La voix du chagrin d'amour, qui raconte un peu toute l'histoire dans laquelle je suis passé, et je suis en train d'en préparer un autre. Donc, voilà. Ah, mystère. Pour l'année prochaine, peut-être? Ah oui, certainement. Et d'autres conférences, des conférences prévues à Paris ou en France ou au Canada? Alors, à cause de toute cette histoire de pandémie, tout ça ralentit un peu, mais par contre sur Zoom, oui, peut-être qu'il va y avoir
des formations. J'ai donné déjà pas mal de formations sur Zoom. Et finalement, je trouve que c'est une très bonne façon de réunir un public international, hein, parce qu'on est chez soi, on ne bouge pas. D'ailleurs, au niveau du résultat, c'est génial aussi, parce qu'il y a des gens de tous les pays qui se retrouvent, qui peuvent commencer à se connaître. Et c'est vraiment important d'avoir des contacts internationaux quand on est dans les métiers de la création. C'est super important, ça. Donc peut-être que oui, pour l'instant, je suis un peu en vacances, mais ça va revenir vers le mois d'août. C'est super. Nous, on est ravis. On sera là si vous faites des programmes sur Zoom pour assister à vos cours à Réaffaire. Merci beaucoup pour cette interview. Vraiment, c'était très, très riche. Merci beaucoup pour votre temps. On rentre pile poil dans les clous. Là, je vois qu'il est presque 20h. Ah, ben parfait. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je suis contente, on a pu aborder quand même tous les points qui nous tenaient à cœur et je pense que ça va être très riche en fait pour les auditeurs d'entendre ce que… Enfin, pour moi, votre message doit être entendu au plus grand nombre. C'était ma volonté à la base quand je voulais vous remettre en relation avec les écoles et je crois fondamentalement en ce que vous véhiculez et c'est essentiel aujourd'hui que tout le monde puisse l'entendre, pour moi. Oui. C'est que les jeunes générations doivent absolument avoir des formations sur ce sujet parce que ça change une vie et il faut l'apprendre au début de carrière. Après, c'est un peu tard. Et pas que les jeunes, notre génération, il y a un peu un entre-deux. Il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes comme nous qui, voilà, et qui mûrissent tout ça. Il y en a d'autres qui sont encore trop, qui se mettent trop dans des cases et voilà. Oui. Si ça peut aider ces personnes-là. Parce qu'il y a aussi l'amalgame avec le développement personnel. Où là, voilà, s'il est là le paradoxe, c'est que donc voilà, vous n'êtes pas du tout dans cette mouvance-là, c'est pour ça qu'on… Non, parce que moi, si vous voulez, le développement personnel, moi j'ai toujours dit que je suis beaucoup plus pour le dépouillement personnel que pour le développement personnel. Moi je pense que les jeunes doivent apprendre à se dépouiller, à se dénuder, etc., beaucoup plus qu'à cumuler des connaissances, des trucs, etc. D'autre part, comme je disais tout à l'heure, moi j'attache énormément d'importance à la rigueur de la pensée. Et moi, je déteste qu'on vienne me sortir des choses que je ne peux pas vérifier. Ça, moi, sauf certaines personnes, mais de très, très haut calibre. Mais ce n'est pas ça que je vois généralement. C'est des gens qui me sortent des trucs qui sont très dogmatiques. Et si c'est pour remplacer une croyance par une autre, je ne vois absolument pas l'intérêt. Oui. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec ça. Et vous êtes combien à l'Université de la Nature, juste pour information? Et après, Combien de quoi? Parce que combien de gens impliqués? Oui, combien de personnes travaillent sur ce projet? Oh, on est une bonne trentaine. Ah ouais, il y a des gens en Italie, il y a des gens en France, il y a des gens au Luxembourg, il y a des gens en Allemagne, il y a des gens au Canada, au Québec. Oui, ben, on ne sera jamais assez. Parce que, je veux dire, parce que, par exemple, les formations là, qu'on donne, il y a un côté théorique, mais il y a aussi un côté pratique. Et le problème, c'est que pour le côté pratique, les gens doivent venir au Québec. Moi, je voudrais qu'ils puissent le suivre en France, pour le côté pratique qui n'est pas un déplacement à faire. Et pour ça, il faut qu'on ait formé des guides en France qui peuvent accueillir chez eux, ou en tout cas dans un terrain. Donc bref, en France, mais aussi en Allemagne, dans plein de pays, on veut faire tout un réseau. Justement, on parle de réseau, ben voilà. On veut faire tout un réseau. D'accord, c'est super. Bon, ben, on regardera ça plus en détail sur votre site et puis pourquoi pas un jour faire ça. Merci. Ah oui, on va rester en contact de toute façon. Mais de toute façon, on reste en contact. Et je vous souhaite une très bonne journée et bonne réunion à vous. Et merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée.